Si vous aimez mes résumés, pensez à vous abonner. Liam est un employé de bureau épuisé qui n'a pas eu une nuit complète de sommeil depuis près de 10 ans. Son travail, c'est un jeu de survie incessant, dirigé par des sociopathes en costume. La seule raison pour laquelle il tient encore, c'est l'amour de sa femme et de sa petite fille. Quand il rentre enfin chez lui, exténué, Mika l'accueille chaleureusement à la porte. Il lui demande des nouvelles de leur fille, Kanami. Mika lui dit qu'elle dort déjà, mais qu'elle a passé toute la journée à la supplier pour avoir un chien. Elle a vu un Shiba Inu chez son ami, et maintenant elle est complètement obsédée. Liam n'est pas sûr qu'il puisse gérer cette dépense supplémentaire. Mais après avoir jeté un œil au visage paisible de Konami endormi, il commence à se dire qu'un chiot ne serait peut-être pas une si mauvaise idée si ça la rendait heureuse, même s'il doit faire plus d'heures pour y arriver. Le lendemain, Liam emmène Kanami à l'animalerie, et la façon dont ses yeux s'illuminent rend tout ça tellement gratifiant. Mika est surprise que Liam ait cédé, vu à quel point il est déjà débordé par le travail. Mais Liam s'en fiche. Si sa femme et sa fille sourient, il peut gérer tout ce que la vie lui réserve. Du moins, c'est ce qu'il se dit. De retour au bureau, Liam est de nouveau confronté à la dure réalité. Son patron lui hurle dessus pour un rapport manquant. Liam lui rappelle calmement qu'il a été soumis jeudi. Mais comme le patron a passé la journée à faire la tournée des clubs, il ne l'a jamais vu. Pourtant, Liam endosse la responsabilité, comme toujours. Son quotidien au travail est un véritable désastre toxique. Les supérieurs lui refilent tout, et ses subordonnés le piétinent, lui volent le mérite, évitent les reproches et le jettent sous le bus à la moindre occasion. Pourtant, peu importe à quel point c'est difficile, franchir la porte d'entrée et voir Mika et Kanami l'attendre le remet toujours d'aplomb. Mais le lendemain, alors qu'il se rend au travail en train, Liam reçoit un message de son ami Nida. Nida lui parle d'un tout nouveau Gundam qui vient de sortir et supplie Liam de l'aider à en attraper un avant qu'il ne soit en rupture de stock. Liam rit, pensant que Nida est toujours un fan inconditionnel, et décide de lui rendre ce service. Il descend du train et sort Google Maps essayant de localiser le magasin. Mais la zone lui est inconnue, et il finit par être complètement désorienté, alors qu'il scrute les rues à la recherche de quelque chose de reconnaissable. Soudain, il aperçoit Mika, assise de l'autre côté de la rue, dans un café en plein air, riant et souriant avec un autre homme. Au début, Liam est figé, son cerveau refusant de traiter ce qu'il est en train de voir. Mika lui avait dit qu'elle emmenait Konami à son entraînement d'escrime aujourd'hui, et pourtant Mika est là, en train de s'amuser. Alors il se demande ce qui se passe. Ce soir-là, Liam rentre du travail et demande nonchalamment à Mika comment s'est passée sa journée. Elle a répondu sans hésiter. Juste l'habitude. J'ai déposé Konami à son cours d'escrime, rien de spécial. Liam était prêt à la confronter, à lui dire ce qu'il avait vu. Mais au lieu de ça, il a juste hoché la tête, faisant semblant que tout allait bien. Il ne voulait pas détruire sa vie de famille heureuse. Alors il s'est dit qu'il devait y avoir une explication. Peut-être qu'il était fatigué, peut-être que ses yeux lui jouaient des tours. Car il n'y avait aucune chance que Mika le trahisse de cette façon. Le lendemain au travail, il avait besoin de se vider la tête. Alors il a essayé de mettre son ordinateur en veille avant de partir. Mais comme toujours, le système a buggé. Il l'a donc complètement éteint et est parti se promener. Il s'est retrouvé dans le même quartier où il l'avait aperçu la veille. Au début, il a ressenti une vague de soulagement parce qu'elle n'était pas là. Mais ensuite, il a entendu sa voix tout près. Elle était au téléphone, riant doucement. Elle avait même emmené Kanami, puis elle a rencontré l'homme mystérieux. Liam se dit que le type doit être un ami, quelqu'un de proche ou quelqu'un que Kanami apprécie, jusqu'à ce qu'il entende sa fille appeler l'homme papa. Ce mot le frappe plus fort que tout ce que son patron lui a jamais balancé. Il reste immobile un instant, engourdi, puis il retourne au travail comme si de rien n'était et continue d'essayer de se trouver des excuses dans sa tête. Peut-être qu'il jouait à faire semblant. Peut-être que c'était juste un très bon ami qui aimait jouer le rôle de son père quand il n'était pas là, mais rien de tout ça n'avait de sens. Juste à ce moment-là, son patron est arrivé en trombe et a commencé à le réprimander pour ne rien faire. Liam dit calmement que son ordinateur prend du temps à redémarrer puisque le mode veille est instable et pour des raisons de sécurité, il l'éteint toujours pendant les pauses. Le patron s'en fiche et lui dit qu'il devrait carrément sauter ses pauses s'il ne pouvait pas se ressaisir. Mais avant même qu'il ne puisse assimiler ça, son téléphone sonne. C'est Mika et elle lui dit que Kanami a eu un terrible accident. Sans réfléchir, Liam s'est précipité hors du bâtiment et a foncé à l'hôpital. Quand il est arrivé, il a demandé où était Kanami. Mika lui a dit qu'elle était déjà en chirurgie. Un médecin est vite sorti et a demandé s'ils étaient les parents de Konami, et tous deux ont répondu oui. Le médecin a expliqué que Konami avait besoin d'une transfusion urgente et a demandé leur groupe sanguin. Liam a dit AB positif et Mika a dit O négatif. Le médecin a hoché la tête et a dit à Mika de le suivre. Liam s'avance, confus, et demande pourquoi ils ont besoin de Mika et pas de lui. Le médecin répond alors que Kanami est aussi O négatif.
Le sang de Liam n'est donc pas compatible. Pendant qu'ils sont à l'intérieur, Liam se rassoit, essayant de rester calme, mais quelque chose ne colle pas. Alors il sort son téléphone et commence à chercher sur Chatham. Après quelques minutes de lecture, la réponse le frappe de plein fouet. Un parent AB positif ne peut pas avoir un enfant O négatif, et ce n'est pas juste rare. C'est biologiquement impossible, il n'y a donc aucun doute, Kanami n'est pas sa fille. Liam atteint finalement son point de rupture, alors il regarde Mika droit dans les yeux et lui demande sans détour si Konami est vraiment sa fille ou non. Mais au lieu de lui donner une réponse, Mika retourne la situation contre lui, comme toutes les femmes. Elle commence à crier que c'est elle qui devrait être en colère, pas lui. Elle dit qu'il n'est jamais là, qu'il ne se soucie clairement pas de leur famille. Liam essaie d'expliquer que c'est son travail. Il fait toujours des heures supplémentaires juste pour joindre les deux bouts, mais Mika ne veut rien entendre. Elle le coupe, qualifie son travail d'inutile et dit qu'il est coincé dans un poste sans avenir, sans promotion ni augmentation. Alors comment pourrait-il jamais lui offrir la vie qu'elle mérite? Liam est stupéfait, mais Mika n'a pas fini. Elle lâche que pendant les 10 années de leur mariage, elle a pratiquement élevé Konami toute seule. Elle ignore complètement le fait que Konami n'est même pas l'enfant de Liam et dit qu'il n'a de toute façon jamais vraiment fait partie de cette famille. Puis, sans la moindre hésitation, elle dit qu'elle prend Konami et qu'elle s'en va. Liam lui demande où diable elle pense aller, mais elle le bouscule et appelle Konami, lui disant de faire ses valises parce qu'elle parte. Il essaie de l'arrêter, mais elle s'éloigne de lui. Alors il attrape le bras de Konami, désespéré, la suppliant de ne pas partir. Il crie qu'il a tout fait pour Konami, qu'il a toujours fait de son mieux. Mais Konami prend la parole, disant effrayée qu'elle préfère son autre papa. Et juste comme ça, le dernier espoir de Liam s'effondre. Le lendemain matin, Liam se traîne au travail, vide et brisé. Mais les choses empirent encore. Il est convoqué à une réunion avec son patron, qui l'accuse d'avoir volé de l'argent à l'entreprise, 50 millions de yens. Il essaie d'expliquer, insiste qu'il ne l'a pas fait. Mais les journaux montrent que le virement provenait de son compte, via son terminal de travail. La décision est déjà prise et il est licencié sur le champ. Après ça, Mika demande le divorce, et elle a même l'audace de le poursuivre en justice pour une pension alimentaire pour un enfant qui n'est même pas le sien. Et comme il est toujours sous enquête pour le détournement de fonds, Liam accepte de tout rembourser pour éviter la prison. Il prend le premier emploi qu'il trouve, un travail éreintant, sur un chantier de construction, le genre qui brise les hommes bien avant que leurs dettes ne soient là ou jamais effacées. À partir de là, la vie de Liam devient un lent effondrement. Tout ce qui lui reste, ce sont les messages occasionnels de Nida. Son ami lui envoie une joyeuse nouvelle sur le dernier épisode de Gundam qui vient de sortir, et un instant, Liam envisage de répondre. Il commence même à taper quelque chose sur le fait de le regarder ensemble, comme avant. Mais il s'arrête et supprime le message, car il ne veut pas que Nida sache à quel point il est tombé. Il se dit de tenir bon, de persévérer. Juste peut-être que les choses s'amélioreront s'il travaille assez dur, mais pendant qu'il déjeune, il se met à tousser violemment et crache du sang. C'est là qu'il sait que, quoi qu'il arrive ensuite, ce ne sera pas mieux. Une nuit, Liam essaie de se reposer. Mais cette toux sanglante s'est aggravée, et il est inutile de penser à voir un médecin, car il ne peut de toute façon pas se permettre de traitement. Tout ce qu'il peut faire, c'est rester là, recroquevillé dans son lit, attendant de mourir. Mais juste au moment où ses dernières forces commencent à l'abandonner, une étrange lumière apparaît au-dessus de son lit, et elle commence à lui montrer des visions. Dans ces visions, la vérité se révèle. Ce n'est pas lui qui a volé les 50 millions de yens, c'était son patron, le même salaud qui couchait avec Mika. Chaque excuse qu'elle a donnée, chaque mot sur le fait de se sentir mal aimé ou négligé, n'était que pure foutaise. Elle ne s'est jamais souciée de Liam, ne l'a même jamais vu comme une vraie personne, car pour elle, Liam n'était qu'un portefeuille. Elle faisait partie du complot depuis le début, travaillant avec son patron pour le piéger pour le détournement de fonds. Liam fixe la vision, incrédule, et sa poitrine se serre, non pas à cause de la maladie, mais sous le poids de la trahison. Mais alors, une voix lui parle, et un homme apparaît de la lumière et confirme que la vision est réelle. L'homme demande ensuite à Liam s'il va vraiment rester là, assis, et laisser les gens qui ont ruiné sa vie s'en tirer impunément. Liam, complètement vidé et brisé, serre les poings. Il en a assez, et à ce moment-là, il jure que quoi qu'il en coûte, quoi qu'ils doivent devenir, il leur fera payer. L'homme sourit, satisfait de la pure force de rage que Liam irradie, et dit qu'il est content d'être apparu ce soir. Mais il n'a toujours pas dit qui il était. Alors Liam lui demande « Qui diable êtes-vous et pourquoi êtes-vous ici ?» L'homme explique qu'il est juste quelqu'un qui s'est intéressé à Liam, parce que, malgré tout, Liam est resté un homme décent. Mais Liam ne s'en soucie plus, car vivre une vie décente l'a ruiné. Alors s'il avait la chance de recommencer, il se ferait passer en premier pour une fois dans sa vie. Et c'est exactement ce que l'homme veut entendre.
Alors il fait une offre à Liam, une chance de tout recommencer dans un nouveau monde, et tout ce que Liam a à faire, c'est d'en choisir un. Liam ne sait pas s'il hallucine ou s'il est vraiment en train de mourir. Mais si c'est réel, s'il peut vraiment choisir, alors il va tout donner. Il se souvient que Nida parlait d'autres mondes avant, un où les Gundams existent. Ça lui semble assez bien, alors il choisit celui-là. L'homme hoche la tête, dit que le monde que Liam a choisi est un hybride de magie et de technologie avancée, un monde gouverné par des nobles et des royaux, où le statut et le pouvoir décident de tout. Normalement, Liam aurait pu finir dans un fossé ou une ferme quelque part, mais l'homme dit qu'il va l'aider un peu. Il le placera dans la famille d'un comte qui gouverne une planète entière. Liam a du mal à y croire. Pour une fois, les choses pourraient réellement tourner en sa faveur. Puis, avec le peu de vie qui lui reste, Liam signe le contrat Ice-Guy, et juste comme ça, son âme quitte son corps et part vers un tout nouveau monde. Puis nous voyons sur la planète Hydra que le 5e anniversaire de Liam est enfin arrivé, et sa mère a organisé une célébration spéciale, juste pour lui. Dans le cadre de la surprise, elle l'appelle et active un sort de lévitation sous ses pieds. Liam flotte après elle, la suivant de près dans la pièce suivante. Quand ils arrivent, il est accueilli par un énorme gâteau d'anniversaire et une gigantesque boîte cadeau juste à côté. Il se précipite, déballe le cadeau avec enthousiasme et trouve un cube métallique élégant à l'intérieur. Sa mère explique que c'est l'interface pour personnaliser sa propre IA. En utilisant le cube, il peut choisir son apparence, sa personnalité, et même sélectionner ses caractéristiques spécifiques, comme ses oreilles, sa bouche, et d'autres parties qui sont commodément censurées. Liam, un peu confus, demande pourquoi elle donne une chose pareille à un enfant de 5 ans, mais elle dit simplement que c'est important, et ne donne pas plus de détails. C'est alors que son père entre, disant qu'il a son propre cadeau d'anniversaire. Et ce n'est pas n'importe quel cadeau. Il offre à Liam tout le domaine de Banfield. Liam est sidéré. Il n'arrive pas à croire que son père soit réellement prêt à tout céder à un enfant. Il demande si son père est vraiment sérieux, en voulant faire de lui le nouveau comte, et son père hoche la tête. Il y a juste un petit hic. En échange de l'abandon du titre, lui et la mère de Liam veulent se retirer tranquillement dans une villa et vivre leurs jours sans stress. Mais pour cela, ils auront besoin d'une allocation mensuelle. Donc, tout ce que Liam a à faire, c'est accepter de les payer, et le titre est à lui. Aveuglé par l'idée d'acquérir du pouvoir, Liam ne pose aucune question. Il ne demande pas pourquoi un adulte censé confierait une maison noble entière à un enfant de 5 ans. Alors, quand son père sort un contrat, Liam le signe immédiatement sans lire un seul mot. Une fois signé, son père prend le document, dit au revoir et part avec sa femme pour leur villa. Liam n'a toujours pas réalisé qu'il a été complètement manipulé, mais dans son esprit, rien de tout cela n'a d'importance, car il est maintenant officiellement un comte. Et il jure d'abuser de ce titre au maximum afin que personne ne puisse plus jamais le piétiner. Il se dit que rien de tout cela n'aurait été possible sans cet homme, alors il est en fait reconnaissant pour ce qu'il considère comme un nouveau départ. Malheureusement pour Liam, cet homme mystérieux n'est pas exactement un esprit bienveillant. En fait, il se nourrit de la misère humaine, et après avoir envoyé Liam vers sa nouvelle vie, il reporte son attention sur la Terre, sur Mika et l'ancien patron de Liam. Les deux sont toujours dans un restaurant chic, se tordant de rire de toute cette histoire. Le patron de Liam plaisante en disant qu'il a peut-être un peu exagéré en ruinant la vie du gars. Mais Mika, elle ne ressent pas la moindre culpabilité. Selon elle, Liam méritait tout ce qui lui est arrivé, pour avoir gâché une décennie de sa vie. Mais alors, de nulle part, la police encercle l'ancien patron de Liam et lui colle un mandat d'arrêt. L'homme essaie de faire passer ça pour un énorme malentendu, mais les officiers ont déjà examiné les images de surveillance, le montrant en train de piéger Liam pour le détournement de fonds. Il n'y a plus aucune marge de manœuvre, et il va partir pour très très longtemps. Avec son précieux sponsor qui part en prison, le petit conte de fées de Mika s'effondre en quelques secondes. Fini les dîners gratuits, fini l'argent facile, juste une misère froide et silencieuse. Le guide, l'être qui a orchestré la réincarnation de Liam, savoure chaque goutte de sa chute, car c'est exactement le genre de karma délicieux pour lequel il vit. Maintenant, il ne reste plus qu'à transporter l'âme de Liam vers sa nouvelle vie. Mais il ne s'agit pas de rédemption, car le guide ne veut pas que Liam prospère, il veut qu'il souffre davantage. Le plan est de jeter Liam dans un monde plus dur, plus cruel, où les durées de vie s'étendent sur des siècles, ce qui signifie qu'il aura amplement le temps de sombrer dans le désespoir. Et c'est exactement ce que le guide veut, car il se nourrit de la misère après tout. Dans ce nouveau monde, sur une planète lointaine, l'équipage pirate Gauss est en pleine invasion. Les choses se passent bien pour eux au début, jusqu'à ce que la moitié de leurs soldats explose soudainement dans un chaos enflammé. Le capitaine pirate regarde autour de lui, paniqué, puis il voit Christiana, la princesse chevalier de Lib, planer au-dessus du champ de bataille. Christiana est la première fille du Saint-Royaume, et un véritable cauchemar pour quiconque ose s'opposer à son peuple.
Dès qu'elle entre dans la mêlée, le cours de la bataille s'inverse instantanément. Sa lame se déplace comme l'éclair, et les pirates tombent comme des mouches. Même lorsqu'ils commencent à battre en retraite, elle ordonne à ses troupes de poursuivre l'assaut. La pitié n'est pas au menu aujourd'hui, car ils doivent envoyer un message. Personne n'ose toucher le territoire de Lib et s'en sortir vivant pour en parler. Pendant ce temps, dans la nouvelle vie de Liam, il reçoit enfin son IA personnalisée et il est plus qu'excité. L'emballage semble décevant, un simple cube, mais son majordome l'assure qu'il n'a qu'à le toucher pour activer l'unité. Dès qu'il le fait, la boîte s'ouvre et une forme humanoïde atterrit gracieusement sur le sol. Elle se présente comme Miggy et le majordome informe officiellement Liam qu'elle sera désormais son assistante personnelle. Elle nécessite un entretien hebdomadaire, mais à part ça, elle est entièrement opérationnelle, 24 heures sur 24, pour tout ce dont Liam a besoin. Mais Liam ne prête pas vraiment attention aux détails techniques. Il est déjà à moitié autour d'elle, examinant son design comme un homme inspectant une voiture de luxe. Le majordome demande prudemment ce diable qu'il fait, et Liam, sans honte, admet qu'il vérifie juste si les spécifications personnalisées qu'il a commandées ont été livrées comme promis. Et en voyant ça, le majordome soupire de désespoir silencieux, profondément préoccupé par ce que ce jeune maître innocent est sur le point de devenir. Quelques heures plus tard, Liam se détend pendant que Miggy lui fait un massage des épaules. Le majordome entre, demandant ce diable qu'ils ont bien pu faire ici. Liam lui dit de ne pas s'inquiéter. Bien sûr, il ressemble à un petit enfant, mais mentalement, il a 36 ans. Le majordome n'est pas impressionné et lui dit que 36 ans, ça compte toujours comme un bébé par ici. Ça déconcerte totalement Liam. Alors Miggy intervient et explique que dans ce monde, les gens vivent environ 600 ans. La plupart ne sont même pas considérés comme des adultes avant d'atteindre 100 ans. Liam est stupéfait. Il n'avait aucune idée que les durées de vie étaient si folles ici. Mais honnêtement, il n'en est pas fâché. Cela signifie juste plus de temps pour essayer tout ce que ce monde a à offrir. Et s'il pouvait garder Miggy à ses côtés pendant tout ça, ce serait encore mieux. Mais le majordome le prévient, et ce n'est probablement pas très malin de trop s'attacher à Miggy. Les gens de l'Empire n'aiment pas vraiment les IA. Et si la nouvelle se répand qu'il traite une IA comme un membre de sa famille, les rumeurs vont vite circuler. Et pas les bonnes. Liam ne comprenait pas pourquoi l'IA était si méprisée, alors il a demandé au majordome de lui expliquer. Il a dit à Liam qu'il y a longtemps, l'IA avait failli anéantir l'humanité lors de la grande guerre de Skynet. Les gens étaient asservis, presque effacés. Mais à la fin, un groupe d'humains courageux a riposté et a retrouvé sa liberté. Ce groupe a ensuite formé les fondations de l'Empire. Il n'était donc pas surprenant que les nobles gardent encore une profonde rancune contre tout ce qui est artificiel. Mais si tout cela était vrai, Liam ne comprenait pas pourquoi sa mère lui offrirait une IA en cadeau d'anniversaire. Le majordome hésite d'abord, disant qu'il n'est pas censé en parler. Mais Liam n'est plus seulement un enfant, il est le comte maintenant. Alors il use de son autorité et lui ordonne de dire la vérité. Le majordome cède et révèle que les parents de Liam l'avaient déjà abandonné et s'étaient enfuis. Liam a demandé ce qu'il fuyait, et le majordome a expliqué qu'il l'avait laissé avec l'intégralité de la dette de la famille Banfield, afin de ne pas avoir à s'en occuper eux-mêmes. Il s'avère que l'arrière-grand-père de Liam, Alastair, était une figure respectée qui a accompli beaucoup et a bâti le nom des Banfield. Mais le père de Liam a tout ruiné. Une fois qu'il a pris le contrôle de la famille, il a tout mal géré et a traîné le nom des Banfield dans la ruine. Maintenant, la famille était noyée sous les dettes, avait perdu tous les droits sur les terres cultivables des territoires de frontaliers et n'avait presque plus de revenus fiscaux de l'industrie. Il n'y avait aucun moyen réalisable de tout rembourser. Liam avait hérité d'un titre, mais il n'apportait que des problèmes. Ailleurs sur la planète Hydra, un petit groupe d'habitants traîne dans un bar faiblement éclairé, buvant des verres et grommelant à propos de la nouvelle direction. Le mot de la rue est que leur nouveau seigneur est littéralement un enfant de 5 ans. Un gars à la table commence à s'emporter sur le fait qu'il ne peut plus supporter cette terre. Il se souvient de la dernière fois qu'ils ont eu un nouveau gouverneur. Les impôts ont augmenté pour aucune raison valable et personne ne pouvait rien y faire. Tout ce qu'ils peuvent n'en faire maintenant, c'est espérer que cette fois-ci, les choses ne retournent pas au chaos. À l'Estat, Liam essaie toujours de digérer tout cela. Si le domaine Benfield était en ruine depuis des années, pourquoi ses parents auraient-ils jeté tout cela sur un enfant de 5 ans? C'est alors que la vérité sinistre s'impose. Peut-être c'est pour ça qu'ils l'ont même engagé dans un premier temps, juste pour qu'il serve de bouc émissaire pour leurs erreurs. Dans sa vie passée, il a été maltraité, utilisé et jeté comme de la poubelle. Mais cette fois-ci, il s'est promis que personne ne l'utiliserait.
et ne le jetterait plus. Il se tourne vers Miji et lui demande de s'allier avec lui pour construire un avenir où il est en contrôle. Miji accepte immédiatement, disant que servir Liam lui a donné un véritable sens de l'accomplissement. Pour la première fois, Liam se sent comme s'il avait quelqu'un sur qui compter sans hésitation, et cette pensée lui apporte une véritable tranquillité. Il est impatient de voir ce qu'ils pourraient accomplir ensemble. Mais avant de commencer à travailler sur son empire, Liam décide qu'il devrait établir quelques règles de base, sa propre version des classiques lois robotiques. Il commence par le standard: Miji ne doit jamais nuire à un être humain, mais en arrivant à mi-parole, il s'arrête et repense à sa phrase. Honnêtement, il ne s'en fout pas du reste de l'humanité. Donc plutôt que cela, il élaborera sa propre version personnelle des règles. Première règle: Miji ne doit jamais lui faire de mal, sous aucun prétexte. Deuxième règle: elle doit suivre chaque ordre qu'il lui donne, tant que celui-ci ne contredit pas la première règle. Troisième règle: elle est autorisée à se défendre, tant que cela ne va pas à l'encontre des deux premières. Une fois cela réglé, Liam se tourne vers Migi et lui dit qu'il est sérieux quant à la reconstruction du domaine Benfield. Mais étant encore assez novice sur comment fonctionne ce monde, il demande si elle a des idées solides pour démarrer. Migi effectue rapidement une recherche de données dans ses systèmes et finit par trouver une solution potentielle. Avant de la partager, elle prévient Liam. Cela pourrait entrer en conflit avec les valeurs traditionnelles de l'Empire car sa logique est basée sur l'intelligence artificielle. Toujours ainsi, elle est parfaitement capable de fournir un soutien de haut niveau lorsqu'il s'agit de gérer un domaine. En l'entendant, Liam avoue qu'il ne sait rien de comment tout cela fonctionne, donc Migi suggère qu'il commence par une capsule d'éducation. C'est une capsule technologique haute-tech qui peut télécharger 10 ans de connaissances dans votre cerveau en seulement 6 mois. Pas seulement cela, mais elle améliore également votre condition physique pendant que vous êtes à l'intérieur. En somme, c'est comme un simulateur de formation hyper efficace. Liam pense que cela semble parfait, mais il s'inquiète de ce qui arrivera à la Terre pendant qu'il sera hors service. Après une courte pause, il décide de donner à Migi le commandement temporaire pendant qu'il sera hors service. Brian, le majordome âgé, panique immédiatement. Il est clairement contre la délégation des fonctions à une IA, mais Liam l'écartera de ses inquiétudes. Il dit que Migi ne fera jamais de bêtises à moins qu'il ne lui dise de le faire. Techniquement, il n'y a aucune loi interdisant une IA de prendre le relais temporairement. Donc pour l'instant, Liam place tout sous sa garde. Bientôt après, la capsule est prête et Liam prépare son entrée. Mais juste avant qu'il entre, il veut poser une question à Migi. Il la regarde et lui demande si elle peut ressentir des émotions ou quelque chose d'approchant. Amadi répond qu'elle n'est pas entièrement sûre, mais quand Liam lui a demandé de devenir son partenaire, ses journaux internes ont déclenché une surcharge de mémoire, ce qui signifie simplement qu'elle était heureuse. En l'entendant, un sourire apparaît sur le visage de Liam, alors il la remercie à nouveau et lui rappelle qu'il lui confie tout. Sans hésitation, il entre dans la capsule et commence sa formation accélérée. La scène change et le temps a clairement avancé. La formation intensive de Liam a enfin pris fin et la capsule s'ouvre lentement avec un sifflement mécanique. Lorsque le couvercle s'élève, la première personne qu'il voit est Migi, qui attend calmement. Sans perdre une seconde, Liam pose la question qui le préoccupe. Combien de temps est-il resté là-dedans? Migi croise son regard et répond simplement. Il a été 2 ans entiers depuis le jour où la capsule a été scellée. Une fois qu'il est changé, elle lui donne un résumé détaillé de la façon dont les choses se sont passées dans le domaine Banfield. Et à son grand soulagement, tout s'est déroulé sans problème. Liam remercie Migi pour avoir géré les choses si bien pendant qu'il était absent. Il dit qu'il voudrait aller voir la Terre avec ses propres yeux, donc Migi décide de lui faire un tour. Commençant par les docks des vaisseaux de combat, c'est la première fois que Liam voit le lieu en personne, et ce qui attire vraiment son attention est la flotte de combattants. Curieux, il demande s'il peut essayer enfiler, et Migi est plus que heureuse de satisfaire sa curiosité. Elle explique que le combattant fonctionne grâce aux impulsions neuronales, et il répond à ses pensées, donc autant qu'il imagine un mouvement, le système le réalise. Liam essaie, et une fois que le combattant est allumé, il commence à marcher dedans. Impressionné, il mentionne qu'il souhaite pouvoir s'entraîner avec quelqu'un pendant qu'il l'utilise, et Migi lui dit qu'il peut facilement organiser cela. Quelques minutes plus tard, Mishida, le chef de la défense planétaire, arrive pour être son partenaire d'entraînement. Le duel simulé débute avec Liam chargeant pour porter le premier coup. Mashita bloque le coup, mais ensuite il feint de perdre dramatiquement. Son jeu n'est pas exactement digne d'Oscar, et Liam comprend immédiatement que le type retient ses coups. Il ne appréhende pas d'être moqué, donc il ordonne à Mashita de jouer le jeu jusqu'au bout. Comme c'est une commande directe, Mishida n'a pas le choix de s'exécuter. Liam charge à nouveau. Mais cette fois, Mishida attrape la lame au milieu du mouvement, désarme Liam en un éclair et le renverse.
Liam ne peut pas croire à quelle vitesse il a s'était abattu. Donc Mickey explique que le combattant répond selon ce que l'utilisateur peut visualiser clairement, et puisque Michida a des années d'expérience de combat, son contrôle est beaucoup plus précis. Embarrassé et frustré par la défaite, Liam demande à Brian de lui trouver un instructeur de combat professionnel immédiatement. Brian tente de raisonner avec lui, disant qu'il n'y a vraiment pas besoin pour un seigneur de personnaliser comment il combat, mais Liam coupe court rapidement. Dans sa vie précédente, il a été piétiné par des personnes plus puissantes que lui, et s'il doit régner cette fois-ci et le faire avec autorité, alors il veut être sûr de pouvoir se défendre. Pas longtemps après, Liam est introduit à un homme nommé Yasushi, supposé être un maître de l'art du flash. Liam est ravi. Il pense que Yasushi a l'air totalement cool, donc il s'approche immédiatement et dit qu'il veut que Yasushi soit son professeur de sabre. Yasushi accepte immédiatement, ce qui rend Liam encore plus excité, mais Migi ne partage pas son enthousiasme. Elle pense que Yasushi est complètement louche. Liam ne refuse pas exactement cela. Mais puisque le type a l'air d'un samouraï vintage, il est prêt à le laisser passer. Toujours est-il, Migi lui demande de confirmer au moins que Yasushi est le vrai deal avant de l'embaucher comme instructeur permanent. Liam accepte, donc il demande à Yasushi de faire un petit démonstration pour prouver ses compétences. Yasushi hoche la tête et les mène dans un coin calme de la forêt où plusieurs poteaux de bois sont déjà alignés. Avant de commencer, il annonce qu'il va leur montrer sa technique secrète, la légendaire art du flash. Il dit aussi qu'il ne montrera jamais cette manœuvre à nouveau, donc Liam doit bien s'attarder. Liam, désireux de capturer chaque détail, demande à Migi de commencer à enregistrer. Yasushi s'installe en position, tire sa lame d'1 pouce, puis la remet aussitôt dans son fourreau. Dans le prochain battement de cils, chaque poteau dans la clairière se divise net en deux. Liam presque tombe de sa chaise parce que le mouvement semble impossible. Il se tourne vers Migi et lui demande de rejouer la vidéo en ralenti pour voir exactement ce qui s'est passé. Mais peu importe à quel point elle ralentit, la lame de Yasushi ne sort jamais visiblement de son fourreau. Liam suppose que Yasushi doit avoir été si rapide que les caméras de Migi ne pouvaient pas le suivre. Donc il est encore plus convaincu que Yasushi est incroyable et demande de devenir son disciple. Plus tard ce soir, Yasushi retourne dans la même clairière, souriant intérieurement. Il ne peut pas croire que Liam a vraiment acheté ça. Tout ce qu'il a fait, c'est précouper les piliers plus tôt pour qu'ils s'effondrent après le moindre toucher, une sorte de tour de magie internet. Maintenant, grâce à une belle mise en scène, il est coincé dans un bon boulot avec un salaire de noble et il ne doit même pas bouger un doigt. De l'autre côté de l'espace, la princesse Christiana arrive pour négocier la paix avec les pirates Goss. Goss était celui qui a proposé la trêve, mais dès qu'elle monte à bord, il la moque pour être venue seule. Mais Christiana, indéfectible, lui dit qu'elle n'est pas venue seule. Et si quelque chose lui arrive, toute la flotte alliée est prête à vaporiser son vaisseau sur le champ. Elle pense que cela lui donnerait l'avantage, mais Goss ne bronche pas parce qu'il sait que l'Alliance n'est pas aussi fidèle qu'elle le pense. À ce moment-là, Christiana reçoit un appel d'urgence. Les pirates ont percé les défenses de sa planète natale. Elle est stupéfaite parce que le bouclier planétaire devrait rendre cela impossible. Mais Goess rit et explique que l'alliance qu'elle a si dur lutté pour construire n'est pas aussi solide qu'elle le pensait. Certains des pays membres étaient trop heureux de changer de camp dès que Goess a offert quelques incitations. 2 secondes plus tard, son équipage radio une mise à jour. Chaque vaisseau allié près d'elle a braqué ses canons sur elle. Speechless parce que Goess a inversé son armée entière contre elle. Alors avec son dos contre le mur, Christiana n'a d'autre choix que de faire appel à Taïra. De l'autre côté du galaxie, l'entraînement avec Yasushi continue de battre Liam. Il a brandi des épées pendant des années maintenant. Et encore, il ne peut pas réussir la technique légendaire de l'art du flash. Il se tourne vers Mickey, espérant une indication ou une astuce, mais elle avoue ne pas avoir beaucoup d'insight sur cette manœuvre. Après tout, elle est une IA, pas une maîtresse d'épée. Pour les 3 dernières années, Yasushi a seulement fait Liam répéter les fondamentaux. Bien que cela ait amélioré ses capacités de combat global, Amagi souligne, Liam ne s'en soucie pas, parce qu'il ne veut pas juste être bon, il veut un mouvement signature qui impressionne les gens. Plus tard ce soir, Yasushi est dans sa chambre, feuilletant des mangas, toujours en état de choc qu'il ait réussi à faire passer autant de temps sans être découvert. Bien sûr, il est un escroc, mais il n'est pas complètement inutile parce qu'il connaît suffisamment les bases de l'épée pour les simuler. Pendant ces 3 dernières années, il a enseigné à Liam des techniques de base, tout en tirant une somme stupéfiante d'argent. Donc si tout se passe bien, il espère que ce stratagème durera encore quelques années, mais ce rêve presque se termine lorsque Liam entre et lui demande, sérieusement, de finalement enseigner l'art du flash. Yasushi panique immédiatement et hurle qu'il va se retirer. Il prétend que puisqu'il a déjà montré la manœuvre une fois, il n'y a rien de plus à montrer
Et si Liam n'est pas satisfait, il n'y a aucun point à continuer en tant qu'instructeur. Au lieu de cela, Liam s'agenouille et implore à Yasushi de lui pardonner pour avoir dépassé les bornes. Yasushi accepte de le laisser passer, mais lui conseille de ne pas faire la même erreur à nouveau. Une fois que Liam quitte la pièce, Yasushi expire fort, vraiment secoué. C'était trop près. Il sait très bien qu'il ne peut pas enseigner à Liam une manœuvre qu'il a inventée sur le champ, puis, juste avant de se détendre, Liam revient. Yasushi panique de nouveau, pensant qu'il a été pris en flagrant délit, mais Liam vient simplement dire qu'il sera absent demain et ne pourra pas entraîner. Christiana est enlevée et maintenue prisonnière à bord du vaisseau pirate Goes, enfermée dans les quartiers privés du capitaine. Elle demande ce qu'il compte faire d'elle, et Gus rit, disant qu'il voulait qu'elle ait la meilleure place pour observer. Elle est confuse jusqu'à ce qu'il donne l'ordre à tous les vaisseaux sous son drapeau de braquer leurs canons sur sa planète natale. Le moment où elle réalise ce qui va se passer, Christiana panique et supplie pour qu'il arrête. Mais Gus ne s'en soucie pas. Il donne l'ordre de tirer et Christiana est obligée de regarder sa planète être effacée devant ses yeux. De l'autre côté du galaxie, Liam est toujours stressé par le fait qu'il n'a pas encore réussi à exécuter le mouvement d'épée spectaculaire. Mais il a des responsabilités à assumer. Donc il demande à Migi de lui donner le rapport mensuel. Elle affiche une série de graphiques montrant l'état actuel du domaine Banfield. La situation des dettes est toujours aussi sale, mais il y a eu une petite croissance constante dans la production et le développement. Liam est soulagé que les choses ne dégénèrent pas complètement, et il félicite Migi pour son travail. Mais elle dit qu'elle est en réalité déçue. Basée sur la taille de leurs investissements récents, surtout dans le bien-être public, les retours devraient être beaucoup plus élevés maintenant. Curieux, Liam demande de voir le détail du budget du bien-être. Grâce à sa vie précédente, où il a calculé constamment des chiffres, il remarque immédiatement le problème. Quelque chose ne tourne pas rond, donc il demande à Migi d'amener le noble responsable de ce département, et assez vite, un noble qui ressemble à un cochon affamé entre. Liam ne joue même pas le jeu, donc il donne au type une chance de s'expliquer. Le noble essaie de jouer la comédie, mais Liam lui fait comprendre que les registres financiers ont été falsifiés. Les factures ne collent pas, donc il est clair que le type a volé de l'argent. Et ce qu'il pensait être une couverture brillante est évidemment évident pour quelqu'un qui a passé des années à fouiller dans les détails des dépenses corporatives. Liam questionne aussi le changement de fournisseur, et le noble prétend que le nouveau fournisseur était plus efficace. Mais cela ne explique pas pourquoi les résultats ont chuté. Donc il est évident qu'il a fait ce changement pour obtenir une commission d'un fournisseur qu'il contrôle. Mais étrangement, Liam n'est pas particulièrement furieux, parce qu'en dedans, il s'attendait à de la corruption. En fait, il est venu dans ce monde espérant devenir le type de noble corrompu dont les gens murmurent. Et s'il veut devenir un vrai seigneur vicieux, il doit utiliser sa position comme ce cochon l'a fait. À ce moment-là, Migi informe Liam que le noble avait en fait été enquêté auparavant pour détournement de fonds. Et Liam est surpris qu'il ait encore son poste. Mais le noble explique rapidement que l'affaire a été conclue et attribuée à son subordonné. Liam se tourne vers Migi pour la confirmation et elle dit que oui, l'officialité accuse son subordonné de la faute, mais aucune preuve concrète n'a été présentée. En fait, le noble a fait exécuter l'homme immédiatement après. Liam a vu ce genre de tactique avant, et il met le noble en cause. Il l'accuse de mettre en place un bouc émissaire juste pour sauver sa peau. Le noble panique et commence à babiller. Mais Liam ne croit rien venu de sa bouche de cochon. Donc il ramasse son épée et commence à marcher vers le cochon sans scrupule. Le noble commence à supplier, tentant de se sortir de la situation, en disant que ce genre de chose est une procédure standard, et tous les nobles font cela parce que c'est juste comment le jeu est joué. Mais Liam a assez entendu, et il est sur le point de frapper quand Migi intervient et lui dit de s'arrêter. Le noble, pensant avoir une ouverture, hurle que Liam est juste un gamin et ne comprend pas comment le monde fonctionne vraiment. Mais avant qu'il puisse dire autre chose, le glissement de l'épée de Liam est visible, et sa tête heurte le sol. Encore tremblant de l'adrénaline, Liam donne une ordre furieuse. Il veut que Migi enquête sur chaque noble de la planète et exécute ceux qui sont corrompus. Migi lui dit qu'il a besoin de se calmer d'abord, et puisque c'est la première fois que Liam tue quelqu'un, son corps est figé par la tension, et il ne peut même pas lâcher son épée. Migi aide doucement à desserrer sa main, et lorsqu'il arrive à son ordre précédent, elle explique que l'élimination de tous les nobles corrompus créerait un gros problème. Presque tous sont sales, donc tuer tous les deux laisserait l'administration dans un chaos. Mais comme compromis, elle propose d'établir une série de poupées IA pour remplacer les rôles administratifs des nobles, et Liam lui fait confiance et donne son accord. Plus tard, de retour au hangar des combattants, Liam est impatient de reprendre son entraînement.
Maintenant qu'il a bien compris les bases de l'épée, il veut essayer à nouveau dans un combattant. Mais avant qu'il puisse commencer, Yasushi entre et lui dit que aucun véritable guerrier ne utiliserait l'un de ses combattants automatiques par défaut parce qu'ils sont trop dépendants de l'IA. Donc Liam demande à Mishida s'il y a une autre option. C'est alors qu'il lui est dit qu'il existe un combattant spécial, celui de son grand-père Alastair. C'est un trésor rare, mais il est entièrement manuel, et personne avant ou après lui n'a réussi à le faire fonctionner, ce qui rend Liam très désireux de l'avoir. Plus tard, nous voyons que Yasushi finit par vagabonder dans une ancienne et poussiéreuse chapelle, fouillant autour de tout ce qui vaut la peine de prendre, tout en murmurant sous son souffle que c'est tellement agaçant que Liam fait des progrès réels. Cette formation supposée était censée être une escroquerie totale, juste une manière de le vider de son argent, et Yasushi sait profondément qu'il ne peut pas continuer à le manipuler indéfiniment. Et s'il veut continuer à recevoir de l'argent, il va devoir inventer encore plus de bêtises inutiles à lui jeter. Alors qu'il se penche machinalement contre le mur, il déclenche accidentellement un mécanisme caché qui révèle un chevalier mobile, ancien et usé. Mais pour Yasushi, cette relique rouillée est exactement ce dont il a besoin pour faire circuler l'argent et distraire Liam. De l'autre côté de la Terre, l'entité malveillante connue sous le nom de Guide poursuit sa quête de sentiments négatifs. Il tombe sur un homme perdu dans ses pensées à un Starbucks parce que le crème sur son cappuccino colle à la coiffeuse du verre, et ça le rend furieux. Le guide savoure l'amertume émanant de la colère du type, mais trouve qu'il a soif de quelque chose de plus raffiné, quelque chose de plus exquis. De son côté, dans le monde de Liam, Yasushi a déjà chargé Liam de restaurer l'ancien chevalier mobile, maintenant nommé Avide, comme partie de sa supposée formation. Impatient de relever ce défi, Liam plonge dans la maîtrise de la technique totalement fausse de son maître, l'art du flash, tandis que son fidèle majordome Brian le regarde. Bien que Brian soit secrètement ravi que Avide ait appartenu à son grand-grand-père Liam, il ne peut pas s'empêcher de faire des doutes. Il insiste que Liam serait gaspillant de son temps avec une telle machine primitive, mais Liam reste impassible, confiant qu'en apprenant à maîtriser l'un des modèles les plus anciens jamais construits, ses compétences de pilotage seront sans égal. Brian, toujours curieux et indiscret, dit à Liam de cesser de gaspiller de l'énergie sur la technique ridicule de Yasushi, appelant cela du bazar total. Toujours est-il, Liam est déterminé à donner tout ce qu'il a, croyant que l'effort et la persévérance mèneront à un véritable progrès. De l'autre côté, Migi arrive sur le site où Avide est conservé et immédiatement exprime sa suspicion envers Yasushi et ses supposés enseignements. Elle doute que Yasushi soit même un véritable maître d'épée. Mais les ordres sont les ordres. Et puisque Liam lui-même l'a assigné à réparer Avide, elle n'a pas le choix que de rouler ses manches et de faire tout ce qu'il faut pour ramener cet ancien tas de ferraille à la vie. Peu de temps après, le lieutenant Nias Carlin, ingénieur d'une usine d'armes, arrive avec son équipe à la territoire de Liam pour gérer les réparations d'Avide. Liam va personnellement à la porte spatiale pour souhaiter bonne chance à son arrivée. Pendant qu'ils discutent, Nias aperçoit Migi, discrète, à ses côtés. Elle se demande aussitôt ce qu'une poupée IA aussi sophistiquée fait auprès d'un noble comme Liam. Liam, agacé par sa réaction, lui rétorque sèchement qu'il a tout à fait le droit de posséder une poupée IA et qu'il ne tolérera aucun jugement sur ses choix de vie. Mais il se méprend totalement sur la situation, car en réalité, Nias est une fanatique absolue d'Android, et elle s'emballe complètement dès qu'elle examine Migi de près. Nias est époustouflée par les fonctionnalités personnalisées de Migi, et sans aucune honte, elle commence à la tripoter et à l'inspecter comme une maniaque. Elle tente même de soulever la jupe de Migi, purement par excitation. Mais Liam intervient rapidement, la prévenant que cette zone est un secret militaire de haute importance, et qu'il ne veut absolument pas que quiconque la voie. Après ce moment gênant, il se dirige vers l'entrepôt, où Avide est stocké. Un seul coup d'œil à la machine abîmée, et Nias déclare sans détour que c'est pratiquement de la ferraille. Elle recommande vivement à Liam de se débarrasser de cette épave et d'acheter un modèle flambant neuf, plutôt que de gaspiller une fortune à la réparer. Mais Liam n'en veut absolument pas. Il lui dit fermement qu'il ne veut aucune des cochonneries standards de son usine, et que la seule unité qu'il compte piloter est Avide, quoi qu'il arrive. Nias soupire, expliquant que ramener Avide à la vie sera un véritable cauchemar. Non seulement il n'y a aucune pièce de rechange disponible, mais l'engin est bien plus grand qu'un chevalier mobile typique, ce qui signifie que les réparations coûteront une petite fortune à Liam. Mais l'argent n'est pas un problème pour Liam, et il trouve rapidement une solution. Il dit à Nias de moderniser Avide en utilisant des pièces de modèle plus récents. De cette façon, la performance devrait être encore meilleure qu'avant. Cependant, il y a une chose sur laquelle il ne transigera pas. Puisque Yasushi lui a strictement ordonné d'apprendre à piloter sans dépendre des commodités modernes, Liam précise que toutes les fonctions de support automatique doivent être supprimées.
Il veut donc un contrôle manuel total, sans aucune exception. Avant de partir, Liam ajoute également une dernière requête spéciale. Il veut qu'Avid ait un Rocket Punch, une attaque de poing volant détachable. Car dans l'esprit de Liam, aucune machine ancienne n'est complète sans cela. À peu près à ce moment-là, Yasushi entre dans l'entrepôt pour vérifier les progrès de la restauration d'Avid. Mais dès que ses yeux se posent en sur Nias, il reste figé, complètement épris au premier regard. Ce pervers sans vergogne la trouve si stupéfiante, de toutes les mauvaises manières, que son nez se met instantanément à saigner. Tentant de sauver la face, il essuie hâtivement le sang, redresse sa posture et s'avance avec assurance pour se présenter. Malheureusement pour lui, Nias est bien trop absorbé par sa conversation avec Liam pour même remarquer son existence. Imperturbable, Yasushi continue d'essayer, se présentant joyeusement et l'invitant même audacieusement à un rendez-vous. Mais une fois de plus, Nias le repousse, sans lui accorder un seul regard. Elle est bien plus intéressée à expliquer à Liam pourquoi son idée ridicule d'ajouter des mouvements spéciaux à Avid est absolument hors de question. Liam, fidèle à lui-même, réplique en lui offrant nonchalamment autant d'argent qu'elle veut pour faire le travail, et là, Nias cède immédiatement. Après tout, son véritable objectif depuis le début était de soutirer le plus d'argent possible à Liam. Yasushi, brûlant de jalousie en voyant Liam et sa prétendue âme sœur discuter comme dans une comédie romantique, jure silencieusement de se venger. Incapable de saboter Liam directement, il décide de le punir avec un régime d'entraînement encore plus brutal et ridicule. Cette fois, son idée géniale est de faire s'entraîner Liam, les yeux complètement bandés. Il traîne Liam sur une rivière et le fait tenir debout sur une bûche glissante, luttant juste pour garder l'équilibre. Pendant que Liam essaie de rester droit, Yasushi tire joyeusement une rafale de balles de tennis avec un lanceur sur mesure. Il est assez clair que Yasushi ne fait que décharger sa rancune personnelle pour lui avoir volé sa potentielle petite amie, mais il le masque sous l'excuse que cette nouvelle torture affûtera l'escrime de Liam. Liam, bombardé de balles de tennis tout en essayant de ne pas tomber dans la rivière, gémit à quel point son épée lestée lui semble ridiculement lourde. Mais suivant les instructions folles de son maître, il continue de s'entraîner, déterminé à esquiver les balles entrantes en utilisant uniquement son œil intérieur. Pendant ce temps, à bord du vaisseau amiral pirate, le commandant Goss descend dans les cellules de prison où il révèle qu'il retient des dizaines de femmes capturées, y compris la princesse Christiana elle-même. Il ne prend pas la peine d'expliquer quoi que ce soit aux prisonniers. Il ordonne simplement à Christiana de s'avancer, annonçant qu'ils sont enfin arrivés à destination, l'île au trésor. Goss la dévisage avec un sourire lubrique, s'approchant bien trop près, en lui disant qu'elle est si belle que la simple vue de son corps le fait frissonner d'excitation. Puis, sans prévenir, il la traîne au laboratoire du vaisseau, où son assistant dérangé l'attend, et ouvre brusquement la porte d'une pièce voisine, révélant une vision horrible. L'une de ses anciennes mascottes, une femme si mutilée et souillée qu'elle ne ressemble presque plus à un être humain. Avec un rire cruel, Goss jette la femme brisée hors du vaisseau comme un déchet et reporte toute son attention sur Christiana. Il annonce qu'elle sera son prochain projet, sa nouvelle mascotte précieuse. Sans aucune hâte, Goss commence joyeusement à réfléchir à des façons de modifier son nouveau jouet. Son assistant propose quelques idées sadiques, comme lui trancher les jambes pour l'estropier de façon permanente. Mais Goss, toujours le fou créatif, élabore un plan encore plus macabre. Il veut arracher les yeux de Christiana et les greffer sur ses paumes. Piégée dans ce cauchemar, Christiana regarde autour d'elle, terrifiée, apercevant des rangées de tubes à essai remplis d'autres victimes mutilées. Donc à moins d'un miracle, elle sait qu'elle n'échappera pas à cet enfer. Pendant ce temps, de retour au domaine de Liam, quelques semaines se sont écoulées, et Nias a enfin terminé de réparer Avid, le remplissant de personnalisation basé sur les demandes extravagantes de Liam. Mais il reste une dernière étape, alors Nias amène Liam dans le cockpit d'Avid pour lui montrer les bases de son fonctionnement. Et bien sûr, étant Nias, elle ne peut s'empêcher de se laisser aller un peu, baissant son haut à mi-chemin sous prétexte d'avoir besoin de plus de liberté pour bien l'instruire. Liam, faisant de son mieux pour ne pas regarder, suit maladroitement ses instructions et met sous tension l'ancien chevalier mobile. Avid le scanne immédiatement et le verrouille comme son seul pilote reconnu, ce qui signifie que personne d'autre ne pourra l'utiliser désormais. Gonflé à bloc, Liam tente son premier pas et s'étale immédiatement, faisant basculer tout le mecha. Alors Nias lui rappelle qu'Avid n'a aucune commodité moderne comme les systèmes d'équilibrage automatique, et contrairement aux modèles plus récents, piloter cette bête ne sera pas aussi simple que d'appuyer sur un bouton d'avance. Cependant, il y a un énorme avantage. Si Liam parvient à maîtriser le contrôle manuel d'Avid, ce sera comme bouger son propre corps. Se sentant galvanisé, Liam se relève et réussit à avancer de nouveau. Cette fois, en gardant bien mieux son équilibre sur Avid. Il pilote l'unité hors de l'entrepôt, et pendant qu'il s'entraîne,
Nias lui rappelle à quel point il est crucial de maintenir une image mentale solide pour bien contrôler le chevalier mobile. Elle s'approche pour ajuster certains de ses contrôles, mais son énorme poitrine finit par le frôler accidentellement, déstabilisant complètement la concentration mentale de Liam. Et cette situation fait que le robot commence à bouger ses mains d'une manière très étrange, comme s'il tendait doucement la main pour tenir quelque chose qu'il ne devrait vraiment pas. Nias comprend instantanément le genre d'image mentale que Liam doit avoir, lui lançant un regard suspicieux. Liam tente rapidement de se défendre, insistant sur le fait que ce n'était pas sa faute. Au sol, Yasushi observe tout cela de loin, et il est absolument convaincu que Liam abuse de son pouvoir à l'intérieur du cockpit pour faire des manœuvres louches avec Nias. Brian, lui, essuie des larmes de ses yeux, ravi que son maître montre enfin un intérêt normal et sain pour une vraie femme, et non un robot. Yasushi, en revanche, brûle de jalousie et maudit Liam à voix basse, jurant de rendre son entraînement encore plus éreintant. Les jours passent, et Liam peine toujours à exécuter la soi-disant technique secrète de son maître, doutant même d'avoir le talent pour cela. Migi, qui était discrètement sceptique depuis un moment, prend enfin la parole et suggère que le vrai problème n'est peut-être pas Liam, mais les méthodes d'enseignement douteuses de Yasushi. Liam, en élève loyal qu'il est, refuse de douter de son maître. Au lieu de cela, il élabore une théorie. Peut-être que le secret derrière le mouvement ultime de Yasushi n'est pas la pure escrime, mais la magie. Liam se dit que c'est le pouvoir magique, et non l'épée elle-même, qui tranche réellement les bûches. Alors il commence à imaginer qu'il canalise son mana dans son épée, et continue de la balancer encore et encore, avec l'intention de couper la bûche en utilisant la puissance magique. À force de pratique incessante, les jours se transforment en mois, et les mois s'estompent en années, et il réussit finalement à maîtriser une technique secrète, qui techniquement n'aurait jamais dû exister. Maintenant, adulte et plus fort que jamais, Liam montre fièrement son exploit à Yasushi, en tranchant une bûche de bois nette en deux, à longue distance, d'un seul coup de son épée. Yasushi, intérieurement, perd la tête. Ses enseignements inventés n'étaient moi jamais censés aboutir à quoi que ce soit. Alors voir Liam réaliser cet exploit impossible le terrifie au plus profond de lui. Mais gardant un visage parfaitement calme, Yasushi hoche simplement la tête, sagement, et dit à Liam qu'il a encore un long chemin à parcourir avant de maîtriser vraiment la technique. Quelques semaines plus tard, Liam se trouve dans l'espace à bord de son cuirassé, aux côtés de Migi, lorsqu'il reçoit un rapport urgent de l'un de ses subordonnés. Apparemment, Muk, une petite planète abandonnée dans le territoire de Liam, utilisée uniquement pour la production d'énergie, a été attaquée par une flotte de pirates. La petite force militaire stationnée là-bas fait de son mieux pour repousser les chevaliers mobiles ennemis, mais le subordonné doute qu'ils puissent le tenir beaucoup plus longtemps étant donné leur nombre limité. Migi intervient alors rapidement, proposant d'attaquer les pirates depuis l'angle mort de Muke en utilisant les puits de gravité et le terrain spatial naturel à leur avantage. Liam aime son plan et ordonne immédiatement à sa flotte d'intervenir pour capturer les pirates, tandis que lui se porte personnellement volontaire pour défendre la planète en première ligne. Brian, entendant cela, supplie Liam de ne pas risquer sa vie aussi imprudemment. Mais Liam, animé par la fierté et la détermination, refuse de reculer. À ses yeux, il n'est pas un lâche, c'est un véritable épéiste, entraîné par le légendaire samouraï lui-même, et il est déterminé à montrer à l'Empire la puissance qu'il a cultivée. Puis, sans hésitation, Liam saute dans son chevalier mobile avide et fonce vers Muk, lançant un assaut surprise depuis l'angle mort des pirates. Il déchire leurs forces, découpant les chevaliers mobiles ennemis, avant même qu'ils ne réalisent ce qui les a frappés. En quelques instants, Liam réduit considérablement leur nombre, et pour ajouter du panache, il active son fusil à faisceau, envoyant un rayon de plasma brûlant directement à travers l'une des unités ennemies. Ne s'arrêtant pas là, Liam enchaîne avec son mouvement secret, la voie de l'éclair, découpant des dizaines d'ennemis supplémentaires à distance. Les pirates, submergés et terrifiés par la férocité de son attaque, commencent rapidement à battre en retraite vers leur vaisseau. Saisissant l'occasion, Liam déclenche son Rocket Punch, un mouvement spécial où le point d'Avid est projeté à grande vitesse vers l'ennemi. Bien que le mouvement fonctionne comme prévu, Liam est loin d'être impressionné. En plein combat, il contacte Nias par radio pour se plaindre, grommelant qu'il voulait un point lançable, pas un missile de frappe à part entière. Puis leur conversation est interrompue lorsque Migi intervient, rapportant que malgré leurs efforts, ils n'ont réussi à capturer moins de 10% de la flotte ennemie, et qu'environ 30% des vaisseaux ont été détruits pendant l'assaut, tandis que le reste a réussi à s'échapper. Malgré tout, Liam considère l'opération comme une solide victoire, et il félicite la vice-commandante Migi pour son excellent travail. Pendant ce temps, Goss venait de recevoir la nouvelle que l'équipage pirate qu'il avait dépêché pour piller la planète de ressources de Banfield avait totalement foiré le travail, et il bouillonnait de rage. Le scientifique, qui ressemblait beaucoup au docteur Frankenstein,
expliqua calmement que l'équipage avait sérieusement sous-estimé la puissance réelle des forces de Banfield, ne leur laissant d'autre choix que de battre en retraite avant que toute la foutue flotte ne soit anéantie. Bien sûr, cela semblait une décision logique, mais Goss n'en voulait pas. Il décida purement et simplement que chaque pirate qui avait fui serait exécuté, car il n'allait pas laisser des lâches rester dans ses rangs. Et une fois qu'il en aurait fini avec eux, il prévoyait d'envoyer un message en terminant personnellement le travail lui-même. Puisqu'il serait absent un certain temps, il dit à Christiana, qui avait maintenant l'air si effrayante et à peine reconnaissable, qu'il reviendrait plus tard pour jouer avec elle. Au même moment, Liam et sa flotte venaient proie de rentrer de leur bataille, et Liam était plutôt satisfait de la tournure des événements. Ils avaient défendu la planète de ressources, et en prime, capturé plusieurs vaisseaux pirates. Selon la loi impériale, si vous saisissiez un vaisseau pirate, tout ce qui se trouvait à bord, y compris le vaisseau lui-même, vous appartenait légalement. Heureusement, les vaisseaux pirates qu'ils avaient pris étaient remplis de trésors volés. Et dès que Liam entendit « trésor », il imagina immédiatement des piles d'or et de diamants, mais Brian lui dit que le butin valait bien plus que ça. Après avoir tout compté, Miggy rapporta que les vaisseaux étaient remplis de métaux rares, comme l'orochalcum et l'adamantite. Mais Liam n'était pas impressionné. Ces métaux n'étaient utiles que pour fabriquer des armes, et il espérait quelque chose de plus fantaisiste, peut-être une couronne incrustée de diamants ou un trésor plus tape à l'œil. Brian ne comprenait pas pourquoi, puisque les diamants dans ce monde n'étaient que des roches brillantes sans valeur. Et comparé à l'orochalcum et à l'adamantite, les diamants et l'or ne signifiaient rien. Mais Liam s'en fichait. Il voulait toujours de l'or, voyant à quel point il y tenait. Brian l'informa qu'ils avaient aussi trouvé de l'or, et dès que Liam l'entendit, il ordonna à Brian de faire fondre l'or, et de fabriquer autant de pièces d'or que possible. Brian demanda ensuite si Liam voulait aussi frapper des pièces avec les autres métaux. Mais Liam n'était pas si imprudent, il voulait les garder pour fabriquer des armes pour son armée. Mais Miggy l'interrompit avec un problème sérieux. Il n'avait même pas de forgeron capable de travailler ces types de métaux. De plus, Miggy avait autre chose à signaler. Après avoir effectué des diagnostics sur la flotte militaire de Banfield, environ 10 000 vaisseaux au total, il découvrit que la plupart des navires étaient inutiles. En fait, lorsque l'ordre de mobilisation contre les pirates fut donné, seulement 30% de la flotte était réellement capable de combattre. Liam fut honnêtement surpris qu'ils aient réussi à remporter une victoire contre les pirates avec seulement 30% de leur flotte opérationnelle. Mais en réalité, c'était juste parce que les pirates les avaient sous-estimés. Pour le reste de l'Empire, le territoire de Banfield ressemblait toujours à une région arriérée et misérable. Alors naturellement, les pirates avaient supposé que ce serait un jeu d'enfant de piller la planète de ressources de Banfield, et dans des circonstances normales, ils auraient chaud probablement eu raison. Mais les compétences de pilotage de méchas insensés de Liam ont complètement changé la donne. Malgré tout, Liam savait que si les pirates revenaient avec un assaut à grande échelle, il n'y avait aucune chance qu'ils survivent dans leur état actuel. Liam détestait le fait que plus de 70% de ses vaisseaux soignent à des épaves inutiles. Alors Miggy fit une suggestion. Il était peut-être temps de se débarrasser de tous les navires cassés. Brian s'y opposa immédiatement, arguant que s'ils mettaient au rebut les vaisseaux non fonctionnels, leurs statistiques de force militaire chuteraient et ils finiraient aussi par ressembler à une cible facile. Bien sûr, c'était un argument valable, mais garder tous ces vaisseaux déglingués n'était pas non plus bon marché. Les coûts d'entretien à eux seuls allaient être un sacré casse-tête, et Liam n'avait aucun intérêt à jeter l'argent par les fenêtres, alors il se rangea du côté de Miggy. Pour apaiser les inquiétudes de Brian, Miggy suggéra qu'il pouvait simplement acheter de nouveaux vaisseaux pour remplacer ceux qu'il jetait. Et puisqu'ils avaient mis la main sur tous ces métaux rares provenant des vaisseaux pirates, les vendre devrait couvrir le coût de la construction d'une flotte flambant neuve. En d'autres termes, il n'y a aucun problème d'argent. Pendant ce temps, Nias était occupée à faire une présentation, dévoilant fièrement son dernier design de vaisseau. Elle était enthousiasmée car elle avait réussi à augmenter la puissance de 7% tout en améliorant la réactivité du navire et en le rendant plus facile à entretenir. Elle promit que si ces vaisseaux étaient approuvés, la flotte de l'armée impériale finirait plus forte que jamais. Vint ensuite la présentation suivante, menée par la lieutenant Elijah Morrisil, représentant la 3e usine d'armement. Son nouveau modèle de vaisseau n'était pas conçu pour le combat pur. Il était présenté comme un paquebot de croisière de luxe. Il avait tout le style et la classe d'un hôtel haut de gamme, rempli d'options de divertissement et d'espaces de loisirs pour s'assurer que l'équipage profite de chaque seconde à bord. Bien sûr, les vaisseaux de Nias étaient bien meilleurs en termes de puissance de feu, mais ils n'incluaient pas de parcours de golf intérieur, ni de jacuzzi, et apparemment cela comptait, car l'armée impériale décida d'acheter auprès de Lysia plutôt que d'elle. Nias tenta d'arguer que son design était plus puissant, car elle avait investi toutes ses ressources pour maximiser ses performances. Mais Elysia rétorqua que ces vaisseaux étaient tout aussi capables au combat. D'ailleurs, la force ne se résumait pas aux armes. La puissance d'un navire dépendait aussi de l'équipage qui le dirigeait.
Et si cet équipage pouvait se détendre dans un bar à bord après une mission difficile, il serait bien plus disposé à se battre de toutes ses forces le lendemain. Alors qu'elle sortait de la salle de conférence, Eulythia ne put s'empêcher de se vanter que l'Empire avait choisi son design plutôt que celui de Nias. Mais Nias ne reculait pas. Bien sûr, elle avait perdu cette manche, mais elle jura que ce n'était pas fini. Elle était déterminée à prouver que son vaisseau était plus puissant lors d'une vraie bataille. Le problème, c'est qu'elle avait déjà dépensé tout son foutu budget pour ce projet. Et à moins qu'elle ne trouve quelqu'un d'assez fou pour acheter tous ces vaisseaux invendus, elle allait devoir déclarer faillite. Pas comme s'il y avait quelqu'un d'assez stupide pour acheter un design de vaisseau que l'armée impériale avait purement et simplement rejeté, puis ça lui est venu, elle connaissait quelqu'un. Si Liam était prêt à investir de l'argent pour réparer un vieux mecha cassé, alors diable, il n'aurait probablement aucun problème à acheter une flotte de vaisseaux impopulaires. Pendant ce temps, le guide avait passé la majeure partie de son temps, sur Terre, à tourmenter les gens pour s'abreuver de leur misère. Mais honnêtement, rien de tout cela ne se comparait à la souffrance que Liam devait endurer en ce moment. La dernière fois que le guide avait vu Liam, il l'avait largué dans un autre monde, avec des parents minables qui l'avaient laissé accabler de leurs dettes. Il s'attendait donc à ce que la vie et le territoire de Liam soient un désastre complet à présent. Mais à sa grande surprise, quand il vérifia, la planète prospérait d'une manière ou d'une autre. Le guide était donc furieux, parce que tout son plan pour faire souffrir Liam était parti en fumée. Mais il lui restait encore une chose à vérifier. Quand Liam avait demandé un professeur d'escrime, le guide lui avait intentionnellement envoyé Yasushi, un imposteur total qui ne savait pas manier une épée pour sauver sa vie. Il n'y avait donc aucune chance que Liam ait appris quoi que ce soit de légitime de ce clown. Pendant ce temps, dans un bar local, certains habitants discutaient de l'incroyable amélioration de l'économie sous le règne de Liam. Tous semblaient au si reconnaissants d'avoir Liam comme seigneur. Mais pendant qu'ils le louaient, Yasushi restait silencieux, pensant que Liam était un putain de monstre. Yasushi savait qu'il était un imposteur. Il avait donné à Liam des tâches impossibles encore et encore, juste pour maintenir la façade, espérant qu'il finirait par échouer. Mais d'une manière ou d'une autre, Liam continuait à les réussir, et il avait même maîtrisé des techniques que Yasushi ne pensait pas humainement possibles. Le guide a surpris les paroles de Yasushi et n'avait absolument aucune idée de ce qu'il racontait. Curieux, il a pris des nouvelles de Liam et l'a trouvé en plein entraînement. Il a observé, sidéré, Liam pulvériser un poteau d'entraînement sans même y poser la main. Le guide n'en croyait pas ses yeux, car il n'avait donné à Liam aucun pouvoir facile, ni compétence cheatée. Tout ce que Liam accomplissait venait donc purement de son propre effort. Le guide ne parvenait pas à comprendre comment les choses pouvaient aller aussi bien pour Liam dans un monde pareil. Et honnêtement, Liam ne s'y attendait pas du tout non plus. Être abandonné par ses parents et croulé sous les dettes à 5 ans, c'était d'ordinaire la recette d'une vie complètement ruinée. Mais d'une façon ou d'une autre, les choses avaient fini par s'arranger. Désormais, l'économie de son territoire était en plein essor, et Liam vivait enfin la vie de ses rêves. Et ironiquement, tout cela, c'était grâce au guide. Toute cette positivité de Liam laissait un goût amer au guide. Et honnêtement, il détestait chaque putain de seconde de cette situation. Ayant besoin de se réinitialiser, il a absorbé une partie des émotions négatives de Yasushi pour se calmer, retrouvant enfin son sang-froid. Maintenant, il était fin prêt à comploter de nouveau. Bien sûr, Liam s'en sortait très bien pour l'instant, mais cela rendait la chose encore plus savoureuse, car plus on monte, plus la chute est dure, et le guide comptait bien faire en sorte que la chute de Liam lui fasse un mal de chien. À ce moment précis, Liam était en pleine discussion avec Migi concernant la situation des navires. Voulant savoir si elle avait trouvé des pistes solides, Migi lui a expliqué que l'armée impériale modernisait sa flotte avec un nouveau modèle et vendait ses anciens vaisseaux à prix réduit. Même s'il s'agissait de modèles dépassés, les vaisseaux impériaux restaient incroyablement puissants. Liam était totalement partant pour les acheter, mais Migi l'a averti qu'il y avait un hic. Il serait tenu d'embaucher tout l'équipage existant qui venait avec ses navires. En gros, l'Empire essayait de se débarrasser de tous les soldats indésirables en même temps que les vieux vaisseaux. Embaucher autant de personnes ferait certainement grimper les coûts. Mais Migi a estimé que leur budget actuel pourrait tout à fait le supporter. De plus, bon nombre de ses membres d'équipage étaient des officiers expérimentés possédant des connaissances précieuses. Les intégrer augmenterait massivement la force de l'armée de Liam. Ainsi présenté, cela ressemblait vraiment à une affaire solide. Alors Liam a accepté sans la moindre hésitation. Le guide a écouté tout cela et y a vu une opportunité. Il s'est dit qu'il pourrait transformer ça en une nouvelle étape de son plan pour plonger Liam dans le désespoir le plus total. Il lui suffirait de tirer quelques ficelles, d'envoyer des gens super sérieux, des gens intègres dans les rangs de Liam, et avec Liam qui se pavanait comme un seigneur maléfique, ce ne serait qu'une question de temps avant qu'il ne se retourne contre lui pour sa soi-disant tyrannie. Pendant ce temps, Yasushi était affalé chez lui, soignant une gueule de bois brutale, se demandant silencieusement comment diable sa vie avait bien pu en arriver là. Mais alors, il a soudainement entendu la voix de Nias l'appeler. Il s'est dépêché de se refaire une beauté, reprenant rapidement son rôle de maître stoïque. Nias avait été sceptique envers Yasushi au début, mais après avoir observé les progrès de Liam sous son soi-disant entraînement,
Elle était convaincue qu'il devait être une sorte de mentor très qualifié. Yasushi a été surpris qu'elle soit réellement venue le voir d'elle-même. Pendant une seconde, il a même pensé qu'il pourrait avoir une chance avec elle. Mais non, elle n'était là que pour obtenir des informations sur Liam, et rien d'autre. La façon dont Nias a formulé ses questions, cependant, a complètement dérouté Yasushi. Elle voulait savoir comment convaincre Liam d'écouter son argumentaire de vente, mais elle craignait que cela ne paraisse impoli si elle s'approchait, et demandait ça comme ça. Alors elle s'est tournée vers Yasushi, lui demandant des conseils sur la façon de mettre un homme de bonne humeur. Yasushi a immédiatement mal compris, pensant qu'elle cherchait des moyens de le séduire. En même temps, il craignait qu'elle ne le prenne pour un pervers s'il osait parler. Mais quand Nias l'a pratiquement supplié de lui dire, implorant comme si sa vie en dépendait, Yasushi a cédé. Sans la moindre hésitation, il a commencé à énumérer toutes les putains de fantaisies et de scénarios qu'il avait jamais imaginés. Allant à fond, avec tous les détails et codes sources inclus, Nias est restée là, stupéfaite, complètement silencieuse pendant quelques secondes. Et Yasushi a commencé à transpirer, craignant d'être allé beaucoup trop loin, mais à sa grande surprise, Nias lui a calmement demandé si elle devait aussi porter des bas. Yasushi n'arrivait pas à croire qu'elle ne le prenait pas pour un pervers total après tout ça. Mais il a hoché la tête, lui disant que les bas étaient définitivement une très bonne idée. Alors Nias l'a sincèrement remercié pour le conseil. Quelques heures plus tard, Nias s'est présentée au château de Liam pour le voir. Et elle portait exactement la tenue que Yasushi avait décrite, espérant charmer Liam pour qu'il achète ce qu'elle vendait. Liam était peut-être un peu naïf, mais il n'était pas idiot. La seconde où il l'a vue, il a su que Nias préparait quelque chose. Et la connaissant, il était assez évident qu'elle voulait absolument qu'il achète quelque chose. Nias a admis qu'elle était là pour lui vendre le tout dernier modèle de cuirassé qu'elle avait construit, mais Liam l'a immédiatement coupé. Nias l'a supplié de l'écouter au moins avant de la rejeter, mais Liam n'en voulait absolument pas. Il n'avait pas besoin d'écouter le moindre argumentaire de vente, car il avait déjà acheté un lot de cuirassés d'occasion à l'armée impériale. Il n'avait donc plus besoin de navires. Point final. Toujours désespéré, Nias a continué à insister, énumérant les spécifications de son vaisseau. Et honnêtement, elles étaient impressionnantes. Mais Liam lui a juste dit de les ramener à l'armée impériale, si elle était si désireuse de vendre. Nias a avoué qu'elle avait déjà essayé cela, mais elle avait perdu lors de la présentation, ne réussissant pas à vendre un seul vaisseau. Elle a supplié Liam, lui demandant s'il serait prêt à en acheter au moins quelques-uns, juste 1 ou 200 vaisseaux, car cela l'aiderait énormément. Elle a même proposé de l'aider à obtenir un prêt, si l'argent était le problème. Mais Liam l'a coupé court, lui disant d'arrêter là, car la seule idée de s'endetter à nouveau lui donnait la chair de poule. Nias devenait sérieusement désespérée à ce point. Si désespérée, en fait, qu'elle a commencé à se déshabiller là, essayant de séduire Liam pour qu'il achète les vaisseaux. Mais tout ce que cela a fait, c'est rappeler à Liam comment, dans sa vie passée, sa femme merdique avait probablement séduit son putain de patron. Liam savait que Nias n'était pas ce genre de femme, mais là, à cet instant, elle avait l'air pitoyable au possible. Il a soupiré, se disant que le moyen le plus rapide de la faire arrêter était simplement d'accepter. Il a demandé à Migi s'il restait des fonds dans le budget, et Migi a répondu qu'il pouvait se permettre environ 300 vaisseaux. Alors Liam a dit à Nias qu'il les prendrait, et Nias était submergé de gratitude, promettant de livrer les vaisseaux immédiatement. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, elle a trébuché sur ses propres pieds, et s'est étalée de tout son long sur le sol. Liam a dû l'admettre. Nias était belle, et ses compétences en design et en ingénierie étaient de premier ordre. Mais bon sang, parfois elle était un vrai désastre. Dans les couloirs, Nias sautait pratiquement de joie en ordonnant à son équipe de préparer 300 vaisseaux pour la livraison. Son coordinateur était sidéré qu'elle ait réellement trouvé quelqu'un prêt à les acheter, mais Nias a fièrement dit que c'était tout grâce à son charme imbattable. Pendant ce temps, Liam se prélassait dans sa salle du trône, se faisant nettoyer les oreilles par Migi, complètement détendu, car pour lui, tout allait juste parfaitement bien. Peu de temps après, Nias est arrivée avec les 300 cuirassés qu'elle avait plus ou moins forcé Liam à acheter. À peu près à ce moment-là, la flotte qu'il avait commandée à l'armée impériale est également arrivée. Migi a remis le reçu par téléportation quantique et a fait tout un plat en répétant le mot quantique alors qu'elle demandait sa signature. Juste pour l'embêter, Liam a fièrement pressé son pouce contre son melon légendaire, l'appelant son empreinte digitale quantique officielle, et honnêtement, il sentait qu'il avait gagné ce droit. Pendant ce temps, Yasushi se prélassait chez lui, toujours énervé et pensant à la façon dont il allait se venger de Liam pour lui avoir volé Nias à plusieurs reprises. Il a repensé à tout le stratagème de Nias, frustré qu'elle ait gaspillé ses précieux charmes sur ce gamin obsédé par les poupées, imaginant les choses que Liam avait dû faire à la pauvre, douce Nias. Cela n'a fait qu'enrager Yasushi encore plus, et il s'est promis que Liam paierait très cher. Alors que la rage de Yasushi bouillonnait, le guide est soudainement apparu, ayant secrètement observé et absorbé toute la négativité qui se déversait de Yasushi. Le guide était ravi de la colère de Yasushi et anticipait avec impatience comment cela pourrait finalement mener à la chute de Liam.
Décidant de mettre sa foi en cette fraude intrigante, le guide est parti vers une autre dimension pour continuer à récolter des émotions négatives ailleurs. Nias a emmené Liam à bord du cuirassé qu'elle avait construit pour lui faire une visite guidée. Liam n'avait pas de grandes attentes en matière de luxe ou de style de la part de quelqu'un d'aussi incompétent que Nias, mais même avec ses faibles standards, il s'est retrouvé déçu par l'intérieur fade. Nias a essayé d'expliquer que les intérieurs fantaisistes étaient purement décoratifs et n'avaient absolument aucune utilité pratique au combat. Mais Liam n'en voulait pas, car il voulait des décorations. Nias savait qu'il n'y avait aucun moyen de le convaincre, et elle n'allait pas non plus installer de décors de luxe inutiles. Alors ils ont simplement convenu de ne pas être d'accord et sont passés à la discussion sur la façon d'opérer le vaisseau à la place. Nias a commencé à briefer Liam sur les bases du pilotage du cuirassé, y compris la quantité de puissance qu'il devait utiliser au démarrage et la fréquence à laquelle il devrait changer de carburant. Elle a même essayé de le persuader d'acheter une carte de fidélité, promettant des réductions sur l'entretien futur, mais Liam a catégoriquement rejeté l'offre. Poursuivant, Nias a fièrement montré à Liam le trône installé sur le pont, qui avait encore son film protecteur. Elle a insisté avec enthousiasme pour retirer le film et a poussé Liam à conclure l'affaire, essayant désespérément d'utiliser son corps pour le charmer afin qu'il signe le reçu. Elle a même suggéré qu'il pourrait utiliser son melon légendaire comme tampon s'il le voulait, mais Liam semblait totalement indifférent car il l'avait déjà essayé auparavant, laissant Nias se demander s'il était un arc-en-ciel ou quelque chose. Liam voulait juste finir cette conversation ennuyeuse rapidement, alors il a finalement accepté de signer le reçu. Cependant, toujours pas entièrement satisfaite, Nias a alors demandé une faveur à Liam. Elle voulait ses vaisseaux pirates qu'il avait saisis l'autre jour. Liam a immédiatement refusé, déclarant clairement qu'il avait l'intention d'ajouter ses vaisseaux pirates capturés à sa propre flotte. Nias a obstinément continué à insister comme une peste à vide, alors Migi est intervenue, proposant de remettre certains des vaisseaux pirates à Nias. En retour, elle devrait accepter de réparer et d'améliorer les vaisseaux restants pour eux. Liam a immédiatement adoré l'idée, puisque tous ces vaisseaux pirates étaient de la ferraille de toute façon, et Nias a volontiers accepté l'offre. Elle a admis ouvertement que la seule raison pour laquelle elle était si désireuse d'obtenir les vaisseaux pirates était qu'elle voulait étudier leur technologie. Apparemment, les pirates utilisaient une technologie inconnue et des équipements étrangers de l'extérieur de l'Empire, et Nias était impatiente d'examiner de plus près leur matériel pour améliorer ses propres conceptions. Mais avant de finaliser l'accord, Liam a décidé d'inspecter personnellement les vaisseaux pirates en premier, emmenant Migi et Nias avec lui. Ils sont entrés dans l'un des rares vaisseaux encore majoritairement intacts, et Liam a immédiatement remarqué la massive différence de conception et de commande. La putain de chose avait littéralement un gouvernail, exactement comme un vieux vaisseau pirate à l'ancienne, et Liam en est instantanément tombé amoureux, à tel point qu'il a décidé sur le champ qu'il voulait la même configuration sur son cuirassé personnel. Nias, étant la nerd ennuyeuse qu'elle était, s'est immédiatement lancée dans une longue et ennuyeuse explication sur la raison pour laquelle c'était une terrible idée, mais Liam l'a rapidement fait taire. En tant qu'homme de vraie culture, il a clairement fait savoir que s'il voulait quelque chose, il l'obtiendrait. Peu importe à quel point elle pensait que c'était inutile, l'ignorant. Nias s'est éloignée avec enthousiasme dans la pièce, s'extasiant chaque fois qu'elle découvrait quelque chose de nouveau. Pendant ce temps, Liam a remarqué un petit chien lumineux se dirigeant vers une autre pièce, alors il l'a suivi, accompagné de Migi. Finalement, le chien les a conduits directement dans une salle de navigation. Alors que Liam entrait, ses pas ont activé un mécanisme caché dans le sol qui a projeté un hologramme montrant les trajectoires de vol précédentes du vaisseau. Migi a rapidement analysé les données, réalisant que ce vaisseau particulier avait terrorisé tout l'Empire, mais ce qui l'intéressait le plus, c'est que le vaisseau retournait toujours à la même porte de distorsion près de la frontière. Apparemment, cette région était une zone de non-droit, au-delà du contrôle direct de l'Empire, une zone sauvage sur la ligne de front d'un conflit continu entre l'Empire et une autre nation. Liam a immédiatement réalisé que cette porte de distorsion menait probablement directement à la base cachée des pirates, et après que Migi ait passé les coordonnées dans ses systèmes, elle a localisé exactement où se trouvait leur cachette secrète. Elle a commencé à énumérer une explication scientifique compliquée sur la difficulté incroyable d'atteindre l'endroit, expliquant quelque chose sur des trajectoires orbitales bizarres et des défis de navigation. Mais Liam l'a complètement ignoré. Il était trop occupé à fantasmer sur ce qu'il pourrait y trouver. Il s'était déjà convaincu que ce devait être une sorte d'île au trésor secrète, où les pirates cachaient régulièrement tous leurs meilleurs butins. Bien sûr, Liam était délirant comme d'habitude, mais Migi a décidé de lui laisser la décision. Débordant d'enthousiasme, Liam a immédiatement déclaré que leur flotte partirait tout de suite pour une grande expédition au trésor. Peu après, Goz a appris que le débiteur Liam avait lancé une invasion et avait attaqué et écrasé certains de ses hommes sur les lignes de front. Alors Goz a convoqué ses subalternes pathétiques, décidant qu'il méritait une punition pour avoir déshonoré la réputation des pirates en perdant face à un noble minable.
Mais avant de s'occuper de ces idiots inutiles, Gauze a ordonné au reste de son équipage de lui apporter la tête de Liam, dépêchant chaque homme disponible et déployant son entière flotte. Pendant ce temps, Liam et sa flotte sont arrivés à la porte de Distorsion, qui menait directement à la base secrète des pirates, mais ils ont été immédiatement empêchés d'entrer, car apparemment, l'Empire exigeait un lourd péage pour utiliser cette porte particulière. L'officier de la porte a contacté Liam, expliquant que puisque cette porte de Distorsion couvrait une énorme distance, et considérant que Liam voulait faire passer une flotte entière de 7000 vaisseaux, cela coûterait une fortune. Liam a promis avec désinvolture qu'il les rembourserait plus tard, mais l'officier ne faisait pas du tout confiance à la parole de Liam. Agacé, Liam a demandé à Miji s'il pouvait trouver quelqu'un de fiable pour se porter garant pour lui, mais malheureusement, il n'avait absolument aucun contact influent. Liam a essayé d'expliquer ses intentions à nouveau, soulignant qu'il allait chercher querelle aux pirates, mais cela n'a fait que rendre l'officier encore plus hésitant à le laisser passer, étant donné que Liam ne pouvait même pas garantir qu'il survivrait à la bataille, et encore moins effectuer le paiement après. Puisque Liam n'avait pas apporté d'argent réel et avait déjà passé plusieurs jours à voyager ici, faire demi-tour n'était absolument pas une option. Frustré, Liam a exigé de parler au superviseur de l'officier. Mais malheureusement pour lui, cet officier particulier était déjà le plus haut gradé de la porte. Alors Liam a juste fait une crise de colère et a brusquement mis fin à la communication. Il a rapidement eu une autre idée, décidant qu'il essaierait de négocier un accord avec l'officier de la porte en face à face. Pendant que Liam luttait désespérément pour persuader l'équipage de la porte de Distorsion de lui accorder l'accès par la porte de Pamonia sans payer le péage, Gauze et son propre cuirassé massif sont arrivés à cette même porte. Contrairement à Liam, Gauze avait beaucoup de relations ici, et même s'il était clairement le méchant dans ce scénario, il n'a pas eu à supplier qui que ce soit pour l'accès, car ceux qui ont l'argent font toujours les règles. Quand Gauze a contacté la station de Distorsion, un préposé de la porte familier l'a salué avec enthousiasme, lui demandant où Gauze prévoyait d'aller après être entré par la porte de Pomonia. Gauze a répondu sans détour qu'il avait l'intention de se rendre directement à la porte de Domus. Tout le monde savait que la porte de Domus ne menait à rien d'utile, car il n'y avait pratiquement rien de précieux qu'un criminel comme Gauze pourrait y trouver. Confus, le préposé a demandé pourquoi il se donnerait la peine d'aller dans un tel désert. Mais Gauze l'a informé sèchement que ce n'était pas ses putains d'affaires. Il a déclaré que puisqu'il avait l'argent, il ne devrait rencontrer aucun problème pour entrer, payant rapidement les frais requis sur le champ. Au même moment, Liam s'est présenté à la porte de Distorsion lui-même, pensant que son habituel bagou pourrait enfin ouvrir un chemin. Il a approché l'officier avec confiance et a demandé à être laissé passer. Mais l'officier lui a dit qu'il n'y avait pas de problème, juste avant de lui imposer de payer les frais de Distorsion. Liam essaie immédiatement d'afficher son statut, se vantant de son titre noble et promettant qu'il peut obtenir l'argent, mais l'officier ne s'y même pas. Quand la vantardise échoue, Liam change de tactique, passant à un ton pitoyable, implorant l'entrée comme si sa vie en dépendait. Mais l'officier reste impassible. Redoublant d'efforts dans son jeu, Liam commence à sangloter et s'incline dramatiquement, affirmant qu'il doit rendre visite à sa mère gravement malade et que ce voyage est urgent. L'officier jette un coup d'œil à la flotte massive que Liam a apportée avec lui et dit d'un air impassible « Vous avez besoin de milliers de vaisseaux pour rendre visite à votre mère malade. Elle doit donc être vraiment malade. » Quand cette excuse échoue aussi, Liam improvise à nouveau, disant qu'il veut juste qu'elle voie sa flotte une dernière fois avant qu'elle ne décède. L'officier lui dit calmement de revenir une fois qu'il aura réellement les fonds, si voir sa mère est vraiment si important. Alors que la discussion se termine, l'officier reçoit une transmission concernant l'autorisation de voyage de Gauze et s'éloigne pour gérer cette affaire. Liam est furieux car il ne peut pas croire que ses tactiques de négociation ne fonctionnent plus. Il erre frustré jusqu'à ce qu'il remarque à nouveau ce chien lumineux étrange et le suit. À l'intérieur de la salle de contrôle de la Distorsion, le personnel remarque la route de Gauze sur le moniteur et réalise immédiatement que la flotte de Liam est toujours en file d'attente dans la zone d'attente. Il est clair que cette rencontre ne sera rien de pacifique. Mais le vrai problème est qu'ils sont ceux qui ont foiré, car ils ont accepté le paiement d'un pirate connu sans vérifier sa destination, une négligence qui pourrait leur causer de sérieux ennuis. Alors, à la manière bureaucratique classique, ils quittent tous discrètement la salle de contrôle et prennent une pause collective, espérant qu'au moment où le chaos éclatera, ils auront une dénégation plausible en n'étant pas du tout présents. Une fois la pièce vide, Liam se retrouve là et jette un coup d'œil autour. Il réalise que ce sont les commandes de la porte de Distorsion et remarque le vaisseau de Gauze planant près de la porte de Pamonia. Il suppose que l'officier a dû se sentir coupable et lui a secrètement donné la permission de passer et a vidé la pièce pour le couvrir. Mais quand Liam jette un nouveau coup d'œil au terminal, il voit les trajectoires de Distorsion se déplacer dans des directions inverses, pensant que le gars a dû faire une erreur. Liam s'assied et essaie de corriger le routage. Son ingérence perturbe involontairement le chemin de transfert de Gauze, mais comme la séquence de Distorsion continue normalement, Gauze ne remarque rien d'anormal. De nulle part,
Miggy appelle Liam et lui demande de revenir. Quand il revient, elle l'informe qu'ils viennent de recevoir une lettre de crédibilité, non pas d'une maison noble, mais de Nias elle-même, puisqu'ils ont été l'un de ses meilleurs clients, une faveur rendue en totalité. Liam sourit, clairement satisfait, et note que les officiers étaient déjà prêts à enfreindre les règles. Mais maintenant qu'ils ont un soutien formel, passer ne devrait poser aucun problème. Il donne à Miggy le feu vert pour entrer dans le trou de verre, et elle suit l'ordre sans poser de questions. Leur voyage vers la porte de Pomona commence, et heureusement pour eux, Goz et son équipage venaient de quitter leur base, complètement inconscients de ce qui allait arriver. Pendant ce temps, Goz s'irrite. Il était censé arriver à la porte de Domus dans les 30 minutes, mais le voyage a traîné beaucoup trop longtemps. Il se tourne vers le membre d'équipage, pilotant le vaisseau, qui a également l'air inquiet, mais ils finissent bots par apercevoir une porte devant, et supposent qu'ils ont atteint leur destination. Sans savoir que Liam avait trafiqué le système de distorsion, ils l'empruntent. Mais à peine arrivés, ils sont accueillis par une mer de lumière d'alerte rouge. Des dizaines de vaisseaux de guerre sont prêts, leurs armes chargées et opérationnelles. Ils sont tombés en plein dans une zone de défense de l'armée impériale. C'est terminé pour eux, mais c'est une victoire colossale pour Liam. De son côté, Liam atteint finalement sa destination, l'emplacement qu'il visait. Miggy lui suggère de vérifier les coordonnées, mais Liam écarte l'idée d'un revers de main, car il n'a pas besoin de confirmation. Le nombre absolument colossal de vaisseaux pirates, immobiles au loin, rend évident qu'ils ont bel et bien trouvé l'île au trésor caché. Miggy scanne la zone et confirme qu'aucun des navires n'est actuellement sous tension. Ils sont pris totalement au dépourvu, complètement impréparés au combat, alors Liam n'hésite pas. Il saisit l'occasion et ordonne à Miggy de lancer l'attaque. Elle déploie leurs vaisseaux de guerre, pendant que Liam monte dans son mécha, et en quelques secondes, il commence à bombarder la base, faisant pleuvoir les missiles sur l'île. Il lâche son fameux point roquette pour anéantir les vaisseaux pirates d'un seul coup, puis enchaîne avec la technique d'écrasement avide pour pulvériser le reste. Et ces attaques démentes incendient les vaisseaux ennemis un par un. Miggy rapporte donc que toute la flotte ennemie a été réduite en cendres, mais Liam n'est pas encore satisfait. Il n'est pas là juste pour semer le chaos, il est venu pour la horde de pirates, et c'est ce qu'il recherche. Alors il commande à Miggy de déployer les chevaliers mobiles, elle s'exécute sans délai, les envoyant tous vers la gigantesque formation rocheuse insulaire devant eux. Liam observe l'opération depuis son vaisseau, les yeux brillants, complètement excité par la chasse au trésor qui est sur le point de commencer. Et en quelques secondes, Liam et son unité de chevaliers Mecha lancent un assaut de grande envergure sur la planète au trésor, perçant directement son extérieur blindé pour s'introduire de force. Au plus profond de l'installation, le scientifique dérangé commence à perdre la tête alors que l'attaque incessante de Liam déchire les derniers lambeaux de leur système de défense. Ils foncent vers la salle de contrôle, seulement pour découvrir qu'ils sont sous invasion totale et que chaque vaisseau pirate gardant l'orbite a déjà été anéanti. Au même moment, Liam s'enfonce plus profondément au cœur de la base et tombe nez à nez avec une escouade de pirates pilotant des méchas de combat. Il ne perd pas de temps à les abattre, et au moment où son capitaine d'unité arrive, Liam a déjà fini de nettoyer la pièce. Le capitaine l'informe que leur camp a également sécurisé la zone, et Liam leur ordonne de continuer à avancer tout en cherchant la chambre forte du trésor. C'est alors qu'il aperçoit à nouveau le chien lumineux et décide de le suivre. Il s'avère que c'était la bonne décision, car cela le mène directement au centre de contrôle principal, où le scientifique et son équipe lèvent immédiatement les mains en signe de reddition. Satisfait de la fluidité des opérations, Liam exige que le scientifique lui remette le moindre petit trésor. Frankenstein répond en demandant quel genre de butin il recherche, de l'argent, des richesses ou les animaux de compagnie exotiques dont le capitaine pirate Gus était si friand. Liam devine que le chien lumineux devait être l'un de ces animaux, alors il demande plus de détails. Le scientifique, mal interprétant l'intérêt de Liam, suppose qu'il n'est qu'un autre sadique comme Gus, obsédé par la transformation des gens en animaux obéissants, et propose de conditionner les animaux pour qu'ils suivent tous les ordres de Liam. Liam n'a aucune idée de ce que ce fou raconte, alors le scientifique décide de lui montrer personnellement. Il conduit le groupe dans son laboratoire et dévoile fièrement ses soi-disant créations. Des filles qui ont été mutilées et déformées par d'horribles expériences. Un des soldats de Liam vomit immédiatement sur place, incapable de supporter ça. Alors que le capitaine d'escouade réprimande l'homme pour sa mollesse, Liam avance et s'arrête net en voyant une fille en particulier. Le scientifique s'illumine et explique que Liam a de l'excellent goût, car celle-ci était la possession la plus précieuse de Goz, son œuvre ultime. Il ne cesse de se vanter que cette fille est son chef-d'œuvre, mais l'expression de Liam s'assombrit. Des souvenirs de son ancienne vie, où il était traité comme un déchet, déshumanisé, traversent que son esprit, et il sent quelque chose céder. Sans un mot, alors que le scientifique est encore en plein monologue, Liam lève son arme et lui tire une balle dans le crâne. Et ce fut la fin de Frankenstein. Liam commence alors à scanner le laboratoire,
Mais une voix obsédante l'interpelle, et il s'avère que c'est Christiana, la fille mutée avec des yeux incrustés dans ses paumes. Elle lui demande doucement qui il est, et Liam se présente, déclarant clairement que la planète lui appartient désormais, et que le fou qui la dirigeait est mort. En entendant cela, Christiana se met à sangloter, pensant que peut-être, juste peut-être, son cauchemar touche enfin à sa fin. À travers ses larmes, elle supplie Liam de mettre fin à sa misère, ainsi qu'à celle des autres, car aucune d'entre elles ne peut retourner à une vie normale après ce qui leur a été fait. Mais Liam ne vacille pas. Il lui dit qu'il va les sauver toutes, sans exception. Et en retour, il s'attend à ce qu'elles lui rendent l'appareil un jour. Sur ce, il tourne les talons pour partir, disant à ses troupes d'appeler les médecins et de commencer à transporter les filles vers le vaisseau pour les soigner. Christiana crie à nouveau, le suppliant de reconsidérer, sachant pertinemment qu'il n'y a aucun moyen d'inverser les horreurs qu'elles ont subies. Le capitaine d'escouade a pitié d'elle, mais suit les ordres quand même. Il essaie doucement de raisonner Liam, expliquant que guérir les filles nécessiterait une reconstruction biologique complète, ce qui impliquerait des élixirs rares et des spécialistes médicaux d'élite. Le processus serait incroyablement coûteux, et à ses yeux, les sauver ne vaut tout simplement pas le prix. Mais Liam écarte cela d'un revers de main, et dit simplement qu'il est de bonne humeur aujourd'hui, et que faire quelque chose de décent de temps en temps ne le tuera pas. Pile à ce moment-là, Midji le contacte pour lui annoncer qu'ils ont trouvé la véritable chambre forte du trésor, et Liam sourit du timing, car maintenant ils ont les fonds nécessaires pour payer le traitement des filles. Au même moment, Christiana continue de pleurer, sa voix tremblante alors qu'elle repense à tout ce qu'elle a perdu. Elle était autrefois la princesse chevalier du Saint-Royaume, une héroïne nationale, respectée et admirée pour ses victoires contre les factions pirates. Mais le jour où elle a affronté Goaz et son équipage, ils l'ont attirée dans un piège et l'ont prise en otage. Juste après cela, elle a regardé avec horreur comment ils ont anéanti son monde natal sous ses yeux. Sa famille avait fait confiance à la barrière protectrice de l'Alliance Unie pour tenir, mais il est devenu clair qu'ils avaient été trahis, les défenses y ont échoué, et en un clin d'œil, sa planète entière a disparu dans une tempête de feu et de poussière. Le monde de Christiana s'était déjà effondré, mais son cauchemar était loin d'être terminé. Après avoir anéanti sa patrie, Goz l'a emmenée, elle et les survivants restants, sur sa soi-disant île au trésor. Ses coéquipières étaient terrifiées au-delà des mots. Mais Christiana s'accrochait à l'espoir qu'il lui restait, les rassurant que quelqu'un, n'importe qui, viendrait à leur secours. Et elle refusait de croire que leur destin était scellé. Quand Goz est finalement apparu, Christiana l'a rencontré avec défi. Elle lui a dit de mettre fin à sa vie ici, et maintenant, si c'était ce qu'il voulait, car elle préférait mourir plutôt que d'être dégradée et manipulée. Mais Goes a simplement ri, disant que si la tuer était le but, il l'aurait déjà fait. Il a clairement indiqué que la seule raison pour laquelle ils étaient encore en vie était qu'il prévoyait de les ajouter toutes à sa collection personnelle. Puis, avec un sourire tordu, il a annoncé qu'il était d'humeur généreuse et qu'il laisserait une fille partir libre. Mais il a exigé que Christiana choisisse, acculée et ne sachant que faire. Elle a choisi la fille qui semblait la plus terrifiée, pensant qu'elle la sauverait peut-être, mais ce n'était qu'une cruelle mise en scène, car au moment où elle a prononcé le nom de la fille, Gauss l'a livrée au scientifique qui ressemblait à Gollum, qu'il a joyeusement traîné pour être le premier sujet de test. Le scientifique grotesque s'est transformé en une abomination à plusieurs membres et a commencé à éventrer la fille pendant qu'elle criait. Christiana était devenue folle d'horreur et a supplié que cela s'arrête, mais Gus s'est contenté de rire à son visage, lui disant que s'il s'arrêtait maintenant, la fille mourrait. Complètement brisée, Christiana a dû regarder la fille, qu'elle avait essayé de sauver, être transformée en une créature tordue et méconnaissable. Il s'est penché et a murmuré que ce n'était que le début, et il a promis que Christiana deviendrait quelque chose de bien plus beau. Tremblante, elle a exigé de savoir comment quelqu'un pouvait prendre plaisir à cela, et il a répondu sans hésitation, c'était une pure satisfaction. Goz a dit que la vie avait été cruelle envers lui, le maudissant d'un visage laid, alors il prend cette douleur et transforme de belles femmes en monstres. Alors les regarder s'effondrer de l'intérieur était son idée du plaisir, puis il l'a forcé sur la chaise d'opération et toute la force de Christiana a disparu. Elle a supplié, elle a pleuré, elle a tout promis. Obéissance, loyauté, soumission. Si seulement il la laissait partir. Mais Gus lui a dit que c'était exactement ce qu'il voulait. Il l'avait gardée pour la fin exprès parce qu'il voulait la voir tomber le plus durement, souffrir le plus longtemps. Il a ensuite ordonné à Gollum de lui arracher les yeux et de les incruster dans ses paumes afin que même sans miroir, elle puisse toujours voir le monstre qu'elle était devenue. Personne n'a écouté ses cris. Et juste comme ça, Christiana a été mutée au-delà de toute reconnaissance, maudite d'être son animal de compagnie le plus précieux. Et puis, une par une, le reste de ses filles ont été traînées pour partager le même sort. De retour sur son territoire, Liam vient de rentrer du raid pirate, quand Nias se présente à son domaine. Elle a entendu parler de sa victoire à la base pirate et commence immédiatement à lui présenter son prochain plan.
Elle veut qu'il achète encore plus de cuirassés pour célébrer la victoire. Liam lui dit d'arrêter de vouloir lui soutirer de l'argent, mais Nias soutient que ces cuirassés ont joué un grand rôle dans le succès du raid. Et puisque Liam a fait une énorme recette, il devrait réinvestir une partie de cet argent dans ses produits. Elle essaye de refaire son numéro de flirt et de taquinerie habituel, mais Liam n'y croit pas cette fois, et lui dit de fermer sa maudite bouche. Quand la séduction échoue, et même ses menaces discrètes tombent à plat, elle lui rappelle que c'est elle qui lui a d'abord assuré l'accès à la porte de distorsion, et cela finit par faire arrêter Liam et l'écouter. Pour l'instant, il se tourne vers Miggy et lui demande combien de navires ils peuvent réellement se permettre avec le butin du trésor. Elle calcule tout et explique qu'après avoir déduit les couteaux nécessaires, ils peuvent encore acheter jusqu'à 5000 navires. La mâchoire de Liam tombe pratiquement au sol, mais avant qu'il ne puisse le réaliser, Nias s'élance hors de la pièce en criant qu'elle va préparer la commande de 5000 unités tout de suite. Liam se précipite derrière elle, paniqué, essayant d'arrêter cette maudite folle avant qu'elle ne passe réellement cette commande massive. Ailleurs dans le palais, Yasushi erre dans les couloirs, essayant de trouver une nouvelle excuse pour soutirer plus de fonds à Liam. C'est alors qu'il aperçoit Nias qui passe en appel vidéo, disant fièrement à sa collègue qu'elle vient de conclure une vente majeure avec Liam en vendant le moindre petit morceau de sa fierté. Comme d'habitude, Yasushi interprète complètement mal la situation et suppose que Liam traite Nias comme un jouet personnel à nouveau. Et il s'enflamme, ce qui rend le guide Tapi extrêmement heureux, car il attendait, espérant que Liam glisserait vers des émotions plus sombres. Pendant ce temps, Liam est occupé à chercher Nias, mais Yasushi le croise en premier et l'appelle. Il emmène Liam sur le terrain d'entraînement où les choses dégénèrent immédiatement. Liam est bandé, on lui donne une épée absurdement lourde et on lui dit de se préparer pour une autre des routines d'entraînement insensées de Yasushi. Cette fois, des dizaines de drones l'encerclent et tirent d'arbres des balles de tennis à une vitesse fulgurante de toutes les directions. Liam n'a aucune chance et se fait constamment toucher. Et juste quand ça ne pouvait pas être pire, Yasushi augmente encore l'intensité. Liam tombe au sol, gémissant qu'il n'y a aucun moyen de se défendre contre tout cela avec une seule lame. Mais Yasushi n'est pas intéressé par les excuses. Il dit à Liam de se taire et de se débrouiller seul. Alors Liam se dit que c'est peut-être le moment d'essayer la magie à nouveau, comme il l'a fait auparavant. Mais cette fois, il inverse la donne et l'utilise pour la défense. Il se concentre, façonne son énergie, et bam, il forme une barrière solide, sans transpirer. Les balles de tennis commencent à rebondir dessus, comme des mouches sur du verre. Et Yasushi ne fait que regarder, complètement stupéfait, tandis que Liam dit qu'il a enfin compris, et sans perdre un instant, il modifie le sort et renvoie chaque balle directement aux drones qui les ont tirés. Et en quelques secondes, l'essaim entier est détruit. Il retire son bandeau et se tourne vers Yasushi, demandant fièrement s'il a réussi. Mais Yasushi, qui a été touché par plusieurs tirs perdus, est trop stupéfait pour répondre. Il commence à paniquer, réalisant que Liam pourrait en fait être un putain de prodige et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne découvre toute l'arnaque. Il a déjà éliminé des officiers corrompus et écrasé des flottes de pirates. Alors le jour où il comprendra que Yasushi a bluffé tout ce temps, sera le jour où la tête de Yasushi finira sur une pique. Alors il se dit qu'il doit s'enfuir avant qu'il ne soit trop tard et commence à s'éclipser discrètement. Liam le remarque et demande où diable il va. Et Yasushi, essayant de sauver la face, dit qu'il n'y a plus rien à enseigner. Il dit à Liam qu'il a tout appris et qu'à partir de maintenant, il n'a qu'à suivre son propre chemin, car le véritable art de l'épée ne se termine jamais. Liam proteste, criant qu'il ne veut pas que les choses s'arrêtent là et qu'il veut toujours s'entraîner, mais Yasushi rétorque, disant que Liam doit arrêter d'agir comme un enfant gâté. Il prétend qu'il est lui-même encore un étudiant, toujours en train d'apprendre, et si Liam continue de s'accrocher à lui comme ça, cela ne fera que les retenir tous les deux. Puis il se retourne avec un flair dramatique et déclare que Liam a officiellement obtenu son diplôme. Il est maintenant un véritable maître de la voie de l'éclair, et en tant que digne successeur, c'est son travail de répandre leur style d'épée à travers l'univers. Liam hoche la tête, avec une fierté et un honneur absolu, disant qu'il perpétuera les enseignements de toutes ses forces, et la seconde, où il tourne le dos, Yasushi s'enfuit comme si sa vie en dépendait. Liam, d'un autre côté, se sent plus satisfait que jamais. Sa dette diminue, son territoire prospère, il a vaincu des pirates, et maintenant même son maître l'a reconnu. Alors il se tourne vers le ciel et offre ses remerciements au guide pour tout. Le gremlin pervers, entendant cela, se téléporte immédiatement dans un autre royaume avant que les bonnes vibrations de Liam ne l'anéantissent pour de bon. Les jours passent, et Liam commence à ressentir à nouveau ce vide familier qui s'insinue. Frustré, il se confie à Brian et Miggy, racontant à quel point sa vie passée avait été cruelle et injuste, et comment, maintenant qu'il est devenu le seigneur du mal le plus redouté de ce monde, il allait faire payer au monde entier ce qu'il avait traversé.
Miggy interprète complètement mal son monologue dramatique, hochant la tête avec enthousiasme en signe d'accord, sauf que dans son esprit, elle pense à toutes les dettes impayées qu'il n'a toujours pas réglées. Liam l'écarte négligemment, promettant de les payer plus tard. Pour l'instant, il est bien trop concentré à savourer sa vie de seigneur du mal. Pour vraiment profiter de cette vie, Liam sait qu'il a besoin de 3 choses. Du pouvoir, de l'argent et surtout un harem rempli de belles femmes. Il a déjà le pouvoir, étant un épéiste certifié exceptionnellement doué. La prochaine chose sur sa liste est donc l'argent. Comme par hasard, le marchand Thomas arrive pour féliciter Liam de sa victoire contre les pirates. Pour célébrer, Thomas apporte la chose préférée de Liam, des tas d'or. Liam est immédiatement ravi, bien qu'il sente qu'il y a un hic. Curieux, il demande à Thomas ce qu'il veut vraiment. Thomas explique candidement que son équipage de marchands doit traverser un territoire dangereux et demande la flotte de Liam, exactement 100 navires, comme escorte. Liam jette un coup d'œil à Miggy, qui confirme qu'une telle flotte est prête. Liam accepte de prêter les navires à Thomas, mais insinue subtilement que la prochaine fois, Thomas devrait apporter encore plus d'or. Après leur rencontre, Thomas et son assistant traversent une grande ville animée du territoire de Benfield. Thomas est sincèrement étonné de voir à quel point l'endroit est devenu prospère et avancé en quelques années seulement. Tout cela grâce à Liam qui a investi la plupart des impôts du territoire dans le développement. Il loue ouvertement Liam comme un dirigeant sage et efficace, bien qu'il soit légèrement perplexe face à l'étrange obsession de Liam pour l'or. Pourtant, l'or étant relativement peu cher, Thomas écarte sa curiosité et espère simplement que leur relation prospère continuera. De retour dans son somptueux manoir, Liam remet les lingots d'or frais à Miggy, lui donnant l'ordre de les convertir en pièces d'or et même en bains d'or remplis à ras-bord. Assis royalement sur son trône, Liam se délecte de sa nouvelle richesse, ravi d'avoir enfin accepté un pot de vin, exactement ce qu'un vrai seigneur du mal ferait. Maintenant suffisamment riche, il réalise qu'il n'a plus à se soucier de l'argent. Avec le pouvoir et les richesses assurées, il ne manque plus qu'une dernière chose à son style de vie maléfique parfait, et c'est un magnifique harem. Immédiatement inspiré, Liam décide de remodeler une immense salle de son manoir en une chambre de harem parfaite, complétant ainsi sa vision d'une vie d'indulgence ultime. Brian n'essaie même plus de remettre en question ses choix et l'accepte simplement. Pleinement conscient qu'il complote encore une nouvelle idée folle, Liam explique ensuite sa vision d'installer une piscine entièrement remplie de liqueurs, d'accrocher des viandes partout, de disperser des fruits partout, et évidemment de placer des femmes attrayantes à chaque coin comme des œuvres d'art vivantes. Miggy le coupe, mais Liam insiste sur le fait que ses désirs ne sont pas à débattre avant qu'elle ne puisse mentionner à quel point son idée est excessive. Cependant, Miggy clarifie rapidement qu'elle ne s'inquiète pas, que Liam dépense une fortune énorme en décorations inutiles. Son véritable problème est le plan de remplir une piscine d'alcool, ce qui, souligne-t-elle, pourrait être dangereux en raison des vapeurs d'alcool qui rempliraient l'espace. En entendant parler du risque d'incendie ou d'explosion, Liam se demande brièvement s'il doit repenser son idée. Miggy continue en expliquant à quel point il serait dégoûtant de boire de l'alcool dans une piscine, et avant que Liam ne puisse objecter, elle se lance dans une explication trop technique qui finit par le convaincre que son idée n'est pas pratique. Brian intervient enfin aussi, expliquant précisément pourquoi suspendre de la viande n'est pas faisable. Et après une explication exhaustive, Liam comprend enfin à quel point tout son plan est absurde et discutable. Néanmoins, il est déterminé à se construire un harem. Et quand Miggy et Brian acceptent étonnamment de le laisser s'adonner à autant de femmes qu'ils le souhaitent, Liam se retrouve sincèrement déconcerté. Apparemment, il avait oublié à quel point il était réellement influent et autoritaire. Et puisque beaucoup d'autres personnes dans des positions similaires ont des harems, il est parfaitement raisonnable pour Liam d'avoir le sien. Brian se lance alors dans une autre longue tirade, rappelant à Liam comment il avait supposé qu'il n'avait aucun intérêt pour les femmes et était embarrassant attiré uniquement par des poupées artificielles. Avouant que l'idée que Liam n'ait pas d'héritier l'avait profondément inquiété, le vieil homme commence à pousser agressivement Liam à produire un héritier immédiatement avant que des pirates ou une autre menace ne l'éliminent, mais Liam l'écarte, entièrement concentré sur l'établissement de son harem, décidant d'y inclure 100 femmes. Pourtant, en apprenant que 100 femmes est considéré comme un nombre modeste dans cette société, Liam cherche le soutien de Miggy, et elle insiste pour que Liam vise au moins 1 millier. Liam panique soudainement et abandonne tout le plan, décidant de rester avec Miggy comme sa seule et unique. Mais après une longue discussion avec Brian, il cède et insiste pour ne choisir que des filles qui ne peuvent pas le supporter, car c'est ainsi que les vrais méchants agissent. Avec cette logique tordue, il se précipite dans la ville et se dirige droit vers sa première cible. Mais au moment où elle pose les yeux sur lui, la fille tombe complètement amoureuse de lui. Il se fige, totalement dégoûté, surtout quand elle lui montre un ballon de nez, une tendance idiote apparemment très en vogue en ce moment. Dégoûté, Liam retourne en trombe à son manoir et interdit sur le champ le ballon nasal, le qualifiant de l'une des pires inventions jamais vues. Plus tard, lors d'une visite à la plage,
il aperçoit des femmes entièrement couvertes de la tête aux pieds, et c'est là que ça lui saute aux yeux. Cette planète a un sens de la mode épouvantable, alors il décide d'en faire sa prochaine grande mission, et demande à Miggy de recruter une équipe de designers d'élite. Mais Miggy lui dit que revoir la mode à elle seule exploserait leur budget annuel, ce qui pousse Liam à abandonner l'idée et à chercher une autre solution. Envisageant d'importer des filles d'autres mondes, Miggy rétorque que le domaine de Liam emploie déjà les plus belles femmes du territoire, ne laissant aucune raison d'en importer davantage. Cependant, Liam refuse de les approcher. Puisque son but est de trouver des femmes indifférentes à son égard, Miggy suppose alors que Liam préfère secrètement les hommes, mais qu'il est juste gêné de l'admettre à voix haute, ce qui offense immédiatement Liam, car ce n'est pas du tout ça. Et désespéré de lui prouver qu'elle a tort, il commence à planifier son prochain coup. Pendant ce temps, Christiana, grâce aux traitements médicaux avancés de cette planète, retrouve entièrement son corps d'origine. Elle croit rêver, mais elle ne veut jamais que ce rêve s'estompe. Apprendre du docteur que Liam a financé l'élixir, un remède légendaire pour la régénérer, elle et les autres captifs, la remplit d'émotions. Néanmoins, elle se souvient de l'instruction de Liam. Elle doit un jour lui rendre sa gentillesse et se demande si elle aura un jour l'occasion de remercier son héros et de s'acquitter de cette dette. Au même moment, les habitants se pressent à nouveau au pub, discutant autour d'un verre de la façon dont leurs vies ont changé récemment, et chaque mot sur Liam est rempli d'éloges. Il raconte comment il a écrasé les pirates et pris leurs navires, qui ont ensuite été réutilisés pour développer rapidement l'infrastructure de la ville. Et maintenant, tout le monde a un emploi. Les gens sont tellement occupés que le temps libre est devenu un luxe. La ville est en plein essor, les gens sont contents, et pour eux, Liam est un dirigeant incroyable, ni plus ni moins. Le guide est là, furieux. Il avait anticipé que Liam dirigerait une ville sans héritage ni fonds, qu'il serait appauvri et ferait terriblement souffrir les habitants. De cette façon, le guide obtiendrait non seulement la misère de Liam, mais aussi celle des citadins. Il quitte l'endroit pour un autre groupe, s'attendant à enfin voir de l'insatisfaction. Il rend visite au commandant qui a été rétrogradé de l'armée impériale et envoyé dans l'escouade de Liam. Au lieu de ressentir du ressentiment envers eux-mêmes ou Liam, ils sont entièrement satisfaits. Ils mentionnent qu'ils trouvent servir Liam bien plus agréable que leur temps passé avec les forces impériales. Sous Liam, ils se sentent libres et indépendants, comme s'ils étaient vraiment respectés. Ils admettent qu'il est vraiment le plus grand seigneur, et malgré son jeune âge, il est extrêmement sage. En entendant cela à nouveau, le guide est rempli de désespoir. Il les avait amenés là, s'attendant à ce qu'ils soient amers et frustrés, incitant ainsi à la rébellion contre Liam. Au lieu de cela, ils prêtent ouvertement allégeance, c'est donc un non-sens total. Ailleurs, Yasushi a finalement fui vers une zone encore plus éloignée de Liam, priant pour que Liam ne le poursuive pas et qu'il n'ait aucun problème. Il craint toujours que Liam ne découvre sa tromperie et ne se venge de lui. Alors qu'il est rongé par ses peurs, il écoute les émissions et entend Liam recevoir des éloges pour sa victoire sur les pirates. Pendant le discours de Liam, il mentionne que ses capacités viennent entièrement de son mentor, Yasushi, qui l'a formé à la voix de l'éclair. Quand Yasushi entend cela, une nouvelle anxiété l'envahit à nouveau, le terrifiant à l'idée que Liam puisse le localiser plus tard. Le guide arrive au même moment, témoin des éloges reçus par Yasushi. Quand il a présenté Yasushi à Liam, son intention était que Yasushi soit un imposteur. Ne laissant à Liam aucune vraie formation, il est donc complètement frustré. On voit ensuite que Gus parvient finalement à fuir vers son équipage pirate après un affrontement brutal avec l'armée impériale, se demandant comment les choses ont pu si mal tourner. Heureusement pour lui, il demande un rapport d'état de sa flotte et est soulagé d'apprendre que plusieurs navires sont encore intacts. Il se demande ce qui s'est passé exactement à la porte d'Omus et comment ils ont rencontré l'armée impériale au lieu de la flotte de Banfield. Il soupçonne une trahison à la porte d'Omus et prévoit immédiatement de riposter. C'est alors que le guide apparaît, repérant enfin quelqu'un qu'il pourrait manipuler contre Liam. Il rappelle à Gauss que c'est Liam qui a anéanti sa force pirate, soulignant que s'il y a quelqu'un à affronter, ce doit être Liam. Gauss suit le conseil et décide de frapper Liam une fois sa flotte réparée. Pendant ce temps, l'innocent Liam se prélasse chez lui, se délectant des services de ses servantes qui lui servent à manger et refroidissent délicatement chaque bouchée avant qu'elle ne l'atteigne. Mais il se sent toujours insatisfait. Il reste convaincu que pour être un vrai seigneur maléfique, il doit incarner un mal plus grand qu'actuellement. Miggy remarque son insatisfaction et se demande à voix haute ce qu'il désire d'autre. Elle propose diverses options pour le combler, mais Liam les rejette toutes. Quand elle suggère qu'il désire peut-être d'autres épouses, Liam lui demande si cela ne la contrarierait pas, mais elle lui rappelle gentiment qu'elle n'est qu'un robot, sans émotion, et que son seul but est son bonheur. Il craint que plusieurs épouses ne la contrarient, malgré son insistance à ne pas ressentir de peine. Elle demande ensuite s'il préférerait des robots supplémentaires, avertissant que Brian pourrait s'y opposer, mais Liam ignore complètement les sentiments de Brian.
Le lendemain, Miggy présente un aperçu de leurs dettes impayées, soulignant combien ils ont déjà remboursé et à quel point leurs taux d'intérêt ont chuté grâce à ces paiements. Liam apprécie sa situation actuelle, mais il est toujours agité. Sa véritable ambition n'est pas d'être un excellent seigneur, il veut devenir un méchant. Malheureusement, il est contraint de considérer le bien-être de la ville simplement pour générer suffisamment de revenus afin de rembourser ses obligations. Miggy lui demande alors ce qu'il veut faire en tant que seigneur maléfique, et il répond que son rêve est d'augmenter les impôts et d'épuiser la vie de chaque citoyen. À son avis, c'est une idée terrible. Faire une chose pareille nuirait à leur économie, laissant moins d'argent en circulation pour gérer leurs dettes. Il reconnaît qu'elle a raison, mais c'est une réponse mature et franchement, il s'en fiche. Cependant, il s'arrête pour apprécier à quel point la vie est agréable en ce moment, surtout avec elle à ses côtés. Il accepte donc de continuer à vivre ainsi un peu plus longtemps, jusqu'à ce que toutes leurs dettes soient effacées. Auparavant, il avait demandé à Migi de créer un tas de servantes robots, et 3 d'entre elles se sont plaintes qu'il n'y avait littéralement rien à faire au manoir, car personne n'avait besoin d'elles. En conséquence, elles passent leur journée à nettoyer des zones dont personne ne se soucie. Une servante mentionne qu'elle a changé de coiffure pour correspondre à une collègue, étonnée que Liam l'ait remarqué quand même. Malgré leurs apparences identiques, elle chérit un enregistrement du moment où Liam l'a reconnu et annonce fièrement qu'elle le garde. Les 2 autres envisagent de copier son idée, mais Migi arrive pour les réprimander. Elle supprime l'enregistrement, leur rappelant que les robots sont techniquement hors la loi et que s'ils continuent à attirer l'attention de Liam, ou à trop s'approcher de lui, cela pourrait gravement nuire à sa réputation. Une servante demande si la propre proximité de Migi avec Liam ne nuit pas à sa réputation. 2, Migi admet que c'est tout aussi dommageable, mais souligne qu'elle n'a pas son mot à dire, puisque c'est exactement ce que Liam souhaite. Après son départ, les robots locaux se demandent discrètement si l'intention réelle de Migi n'est pas de garder Liam pour elle seule. Puis nous voyons Brian faire irruption, porteur de terribles nouvelles, annonçant que Gus a officiellement déclaré la guerre à leur territoire. Il convoque immédiatement les conseillers pour élaborer un plan de riposte. Ils expliquent ce que Gus exige d'eux, une tonne d'argent, des hommes séduisants et de jolies femmes. Et si elles sont fournies, il épargnera leur ville. Liam s'inquiète, et Brian croit qu'il est contrarié parce que Liam se soucie vraiment des gens. Mais en vérité, il est dérangé parce que Goz ressemble exactement au genre de seigneur maléfique qu'il veut devenir. Il compare mentalement son propre arsenal à la force de Goz, et réalise qu'il semble plus faible en comparaison. Il envisage de se battre, mais en y réfléchissant, la prime n'est vraiment pas assez élevée pour justifier les ennuis. Pendant qu'ils discutent, le temps s'arrête brusquement, et le guide apparaît soudainement. Le guide reconnaît que Liam hésite à propos de la bataille, alors il intervient pour le convaincre, insistant sur le fait que la flotte pirate de Goza détient un vaste trésor, et le vaincre accorderait à Liam une immense richesse et du prestige. Liam suppose que le guide se soucie vraiment de son succès, alors après la disparition du guide, il déclare avec confiance qu'ils iront en guerre, choquant tous les conseillers présents. Bientôt, tout est en place. Mais Brian panique toujours, car, juste au moment où les choses dans leur territoire commençaient enfin à être stables, il se lance soudainement dans une guerre avec ces maudits pirates. Migi, cependant, lui dit de se détendre, lui rappelant qu'ils n'ont encore rien perdu, et insiste sur le fait que Liam a pris la bonne décision en choisissant de se battre, sans aucun doute. Brian rétorque, lui rappelant que c'est elle qui a fait les calculs et dit qu'ils n'ont que 4% de chance de gagner. Mais Migi réplique en disant que, selon ses informations, le gang pirate de Goza anéantit des planètes entières, même si elles se rendent. Elle soutient que même une mince chance de victoire de 4% est meilleure que d'abandonner purement et simplement. Et Brian déplore que Liam aurait dû naître 100 ans plus tôt, car il aurait alors eu suffisamment de temps pour se préparer correctement à anéantir ces types. Bien sûr, Liam pense que la préparation est pour les faibles, et que les vrais hommes risquent que leur vie sur le champ de bataille. Il mène avec enthousiasme sa flotte pour affronter les pirates, les remerciant de lui offrir une autre occasion de gagner rapidement fortune et gloire. Pendant ce temps, le guide est certain que Liam est sur le point de perdre lamentablement, et il espère que Gos fera de Liam l'un de ses animaux de compagnie pour qu'il souffre encore plus. Après tout, Liam s'est attiré cela parce qu'il est le fou qui a fait confiance au guide, même après toute la douleur et la trahison de sa vie passée. Maintenant, le guide se contente d'attendre que cette confiance et cette gratitude se transforment en rage et en désespoir, car ce sont les émotions dont il se nourrit. Au même moment, Goz apprend que Liam et sa flotte se dirigent droit vers lui, ce qui le rend incroyablement excité à l'idée de l'écraser complètement. Il annonce une généreuse récompense pour quiconque parviendra à capturer Liam vivant, car Goz a bien l'intention de faire de Liam son jouet personnel ensuite. Du côté de Liam, ses soldats ne sont pas entièrement confiants quant à la bataille à venir, mais ils croient toujours en lui. Liam en revanche s'ennuie rapidement, alors que 3 jours entiers passent
sans que l'action ne commence. Il se plaint bruyamment, se demandant pourquoi ils ne peuvent pas déjà commencer à se tirer dessus, et son équipage l'informe que la guerre est déjà en cours. Bien qu'à ce stade, il s'agisse principalement de manœuvres stratégiques, ils expliquent qu'ils sont déjà en net désavantage en raison du nombre supérieur d'ennemis. Mais Liam ne comprend pas comment c'est possible avant même qu'un combat réel n'ait eu lieu. Il souligne qu'ils n'ont même pas encore vu l'ennemi, et le capitaine l'informe que dans l'espace, voir réellement les vaisseaux ennemis compte comme un combat rapproché. Liam se fiche de tout ce jargon militaire car il a soif d'action explosive, déclarant qu'il devrait juste foncer droit devant. À ce moment-là, leur radar l'alerte de l'arrivée de forces ennemies, et l'équipage confirme rapidement 500 vaisseaux hostiles apparaissant au-dessus de leur position. Liam se demande à voix haute pourquoi les pirates se donneraient la peine d'envoyer seulement 500 vaisseaux contre eux. L'équipage lui explique que ces vaisseaux semblent être des soldats qui se sont rendus aux pirates et ont rejoint leur rang simplement pour survivre. Des pièces jetables envoyées en avant comme diversion, destinées à forcer la flotte de Liam à rompre sa formation. Liam est furieux qu'on traite même ses membres d'équipage les moins gradés comme des pions jetables, mais dès que les vaisseaux ennemis attaquent, Liam les détruit rapidement. Mais ce bref affrontement ouvre une petite brèche dans la ligne de défense et saisissant l'occasion, Gus ordonne à sa flotte de foncer. Voyant cela, les forces de Liam commencent à reculer, faisant croire à Gus qu'elles battent en retraite par peur. Sa flotte les poursuit avec empressement. Mais alors les vaisseaux de première ligne entrent inopinément en collision avec des mines cachées par magie. Les explosions qui en résultent endommagent les vaisseaux, mais Gus n'est pas inquiet. Étant donné l'ampleur de ses forces, il ordonne aux vaisseaux de première ligne de dégager le reste des mines en les percutant intentionnellement, ce qui exaspère encore plus Liam. Peu après, les deux camps commencent à échanger des tirs, mais la flotte de Gus déploie des vaisseaux barrières pour se protéger. La flotte de Liam commence à subir des dégâts, incitant les officiers de l'armée à activer une barrière similaire autour de leur vaisseau amiral. Liam exige de savoir ce qui se passe, et les officiers expliquent qu'ils adoptent les tactiques ennemies pour le protéger. Cependant, Liam se met en colère, inquiet pour l'avant-garde, qui resterait exposée et vulnérable au-delà de la barrière. L'officier insiste sur le fait que leur priorité absolue est la sécurité de Liam, et qu'ils sacrifieront volontiers autant de troupes que nécessaire. Il essaie de convaincre Liam que s'ils s'en tiennent à cette stratégie et retardent le combat, des renforts de l'armée impériale pourraient arriver. Liam rejette cela catégoriquement, se déclarant un seigneur impitoyable qui prend tout par la force et ne lâche jamais ce qu'il revendique comme sien. Il proclame que les vaisseaux et les soldats qui combattent en première ligne sont tous sa propriété, et il ne permettra à personne de sacrifier ce qui lui appartient sans sa permission. Il exige qu'aucune de ses troupes ne se sacrifie simplement pour le protéger ou gagner du temps, car ce n'est pas sa manière. Il annonce qu'ils anéantiront les pirates immédiatement, et il montera personnellement sur le champ de bataille pour diriger ses troupes. Liam ordonne à Migi de préparer son armure de mecha, et quand l'officier militaire tente de protester, Liam le rétrograde rapidement, nommant Migi commandante de la flotte à sa place. Migi passe instantanément à l'action, calculant rapidement le plan optimal pour la victoire. Elle ordonne à tous les vaisseaux d'avancer d'un coup, laissant les officiers de l'armée perplexes. Mais Liam leur ordonne simplement d'obéir à sa servante robot, sans poser de questions, car elle est la commandante maintenant, et sur ce, il part se préparer pour le combat. Pendant ce temps, Migi prend le commandement, ordonnant à tous les vaisseaux de charger à vitesse maximale et de suivre ses instructions de près. Les officiers militaires soutiennent qu'il est imprudent de laisser un robot contrôler leur flotte, surtout qu'elle pousse leur vaisseau amiral en première ligne. Mais Migi explique qu'une fois que Liam rejoindra personnellement la bataille, ils n'auront plus à le protéger. Au lieu de cela, elle propose de l'utiliser pour soutenir directement Liam, puisque c'est le vaisseau le plus puissant qu'il possède, et les commandants supérieurs admirent sa vivacité d'esprit et son dévouement, ils approuvent sa stratégie, et tandis que la flotte accélère, Liam se lance aussi dans l'espace. Il active ensuite une distorsion à courte distance, se téléportant directement au cœur de la flotte pirate, et se demande si Liam prévoit une attaque suicide pour infliger des dégâts en faisant exploser un vaisseau. Il ordonne à son équipage de cibler et de faire exploser le vaisseau, émergeant de la porte de distorsion, mais à son grand étonnement, seul Liam apparaît dans son armure de mecha. Liam évite sans effort les tirs des vaisseaux pirates et commence à les anéantir. Au moment où sa propre flotte arrive sur le champ de bataille, ils ouvrent immédiatement le feu sur les vaisseaux pirates et déploient leurs unités mecha, incitant Gus à lancer sa propre escouade de mechas en réponse. Pourtant, Liam les submerge complètement, tranchant sans effort leurs rangs et invoquant ses canons à plasma pour bombarder les vaisseaux pirates. En raison de l'assaut incessant de Liam, la formation pirate commence à s'effondrer, et Migi repère une vulnérabilité. Elle ordonne à la flotte de charger directement à travers le centre pirate, tandis que les unités mecha continuent de se battre.
Liam épuise les munitions de ses canons à plasma quand soudain un chevalier pirate de haut rang l'affronte. Liam choisit de se divertir avec ce nouvel adversaire qui peut offrir plus de défis, et alors que leurs lames s'entrechoquent, Liam remarque l'impressionnante habileté du chevalier. Le chevalier pirate, également impressionné par le maniement de l'épée de Liam, lui demande dans quelle école il s'est entraîné. Liam déclare fièrement qu'il s'est entraîné à la voie de l'éclair, le plus grand style d'épée connu, mais le chevalier pirate répond que, dans toute sa vaste expérience de guerrier, il n'a jamais entendu parler d'une telle technique. Qualifier la voie de l'éclair de faux style d'épée pousse Liam à bout. Alors il déchaîne son coup ultime contre le chevalier pirate, le tuant instantanément, mais le regrette aussitôt, réalisant que s'il élimine ses adversaires en une seule attaque, personne ne survivra pour répandre les légendes sur la véritable grandeur de la voie de l'éclair. À ce moment-là, d'autres chevaliers pirates l'encerclent, se vantant bruyamment que pour un noble fauché, il est incroyablement fort. Être traité de pauvre met immédiatement Liam en rage, et il déclenche à nouveau son attaque spéciale, les anéantissant instantanément. Il continue à spammer ce mouvement, éliminant rapidement des dizaines de chevaliers ennemis, mais bientôt son armure mécha l'avertit que la surutilisation a gravement endommagé son bras droit. Liam réalise que son armure ne peut pas supporter l'utilisation répétée de sa technique ultime. Alors qu'une autre vague de chevaliers ennemis apparaît pour l'engager, il frappe sans relâche de tous les angles. Et Liam est bientôt acculé après avoir perdu toutes ses défenses. Ses soldats commencent aussi à être submergés, et les calculs de Migi indiquent maintenant qu'ils n'ont qu'à peine 1% de probabilité de victoire. Malgré cela, Liam continue de se battre désespérément avec tout ce qu'il a, mais ce n'est pas suffisant, et bientôt il est sur le point d'être submergé par l'ennemi. Mais à ce moment-là, des renforts arrivent, et les chevaliers ennemis derrière Liam sont détruits d'un seul coup. Liam se demande qui exactement est entré dans le combat, et tandis que les explosions se calment, il aperçoit la princesse Christiana, récemment secourue et pilotant son chevalier mécha. Bien que sa réhabilitation ne soit pas entièrement terminée, elle est impatiente de rendre la gentillesse de Liam en l'assistant, et son escadron d'élite personnelle la soutient pleinement. Son unité arrive peu après sur le champ de bataille, et Christiana leur ordonne d'éliminer les forces ennemies. Ils commencent immédiatement à décimer les chevaliers ennemis et même leurs vaisseaux. Et Christiana prouve que, sous son extérieur attrayant, c'est une maniaque sauvage qui aime vraiment détruire les pirates. Liam admire ses capacités, mais il n'aime pas que quiconque le surpasse. Alors il récupère son point roquette et au lieu de le tirer, il l'attache directement à son mécha, l'utilisant comme bras de remplacement. Dès qu'il reprend le contrôle, Liam repère un fragment de vaisseau spatial et utilise son laser pour le convertir rapidement en une énorme épée. Maintenant équipé d'un bras plus fort et de son épée gigantesque, Liam déchaîne une variante bien plus dévastatrice de son attaque spéciale sur les pirates, détruisant leurs chevaliers méchas et même des cuirassés entiers. Son unique frappe brise complètement la formation des pirates et les laisse tremblants de peur, incitant Migi à recalculer leur probabilité de victoire, qui est passée à 83%. Elle ordonne à sa flotte de concentrer leur assaut sur un seul flanc de la flotte ennemie. Et pendant ce temps, Liam jette son bras géant unique et usé. Il invoque une autre épée et charge directement le vaisseau amiral de Goz, déterminé à le capturer et à répandre sa renommée dans tout l'univers. Ceci conclut cet épisode. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez voir la suite, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification.